set. Le premier départ, le bon. Alors peut-être. We really went for that one. That's huge. 22-91. Et voilà, tu vas pas enlever ton maillot. Si on le savait. Super jet. Towards another gold medal. Watch the clock this time. I can't believe it. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission d'On va s'y atteler, déjà la deuxième émission. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la première, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur YouTube ou sinon en podcast pour ceux qui préfèrent sur Deezer ou sur Spotify. Alors aujourd'hui, on va faire le programme du jour, donc les perfs de la semaine, on va revenir un petit peu sur les perfs. Il y aura moins de perfs que la semaine dernière. On va essayer plus justement d'approfondir et un petit peu d'analyser ces perfs-là. Ensuite, les actus, le calendrier à suivre, puis une chronique de Tienne Gourceau sur la reprise du sport amateur. Et enfin, un petit sujet focus sur les championnats d'Europe par équipe. Et on recevra pour ça Laura Valette. Donc malheureusement, elle ne peut pas participer au championnat d'Europe par équipe ce week-end. Mais ça lui permet d'être là en direct avec nous pour parler de ce sujet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et puis on terminera avec un petit quiz, un quiz de fin qui est déjà culte. Et cette semaine, ça sera sans PJ Vassel et du coup, je pense que ça sera mieux et plus simple pour tout le monde. Tout le monde aura ses chances. Bon, on va pas attendre plus longtemps, on va accueillir directement nos chroniqueurs. Je vois que j'avais même pas allumé ma lumière. Hop, c'est mieux comme ça. Je vais accueillir directement les chroniqueurs. C'est parti. Salut à tous, vous êtes là. Tout le monde est là. Vous m'entendez tous? Tout va bien? Ouais, c'est bon. Tout va bien. Allez, Yes, c'est ça parti. On va faire le petit tour. Alors aujourd'hui, une toute nouvelle équipe. On a changé toute l'équipe. Tout simplement parce que voilà, c'est l'équipe, on va dire les 6 chroniqueurs là que vous voyez. Les 3 de la semaine dernière et ces 3 là, ce sera vraiment les chroniqueurs de base, les chroniqueurs récurrents, ceux du départ. Donc voilà, je voulais vous présenter tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a tout changé. Ensuite, pour les prochaines semaines, on pourra revenir un petit peu. On pourra forcément mixer les équipes. Ils ne sont pas par équipe de 3. Puis aussi, on pourra avoir des chroniqueurs on va dire plus occasionnels qui seront là pour des sujets vraiment spécifiques. Mais voilà, ça c'est les 6 chroniqueurs de base, donc je voulais vraiment vous les présenter. Donc on commence, comme la semaine dernière, on commence d'abord par les femmes. On va parler de Diane. Diane qui est une heptathlète de haut niveau, qui possède un record quand même à plus de 6000 points. Elle a notamment participé au championnat d'Europe en 2018 à Berlin. Également, elle poursuit encore ses études à côté de ça, donc elle a fait des études. Tu me dis Diane si je dis des bêtises, hein. Mais normalement, quand elle poursuit des études d'ingénieur, voilà, elle fait aussi des études d'ingénieur à côté, donc une tête bien faite. Donc voilà. Bon, ça va Diane? Ouais, nickel. Contente d'être là et tout. Je pense que ça va être une belle émission. Ouais, j'allais te dire content d'être là pour ta première. T'as des belles choses à nous raconter? Ouais, beaucoup de choses à raconter, mais ça va être condensé. Ok, parfait. Maintenant, je vais vous présenter Étienne. Le deuxième Étienne. Alors, ça sera peut-être moins chiant, je pense, que les deux Léna de la semaine dernière, puisque je suis le présentateur. Du coup, bon, normalement, on devrait peut-être moins se perdre, puisque bon, je vais pas m'appeler moi-même. Mais deux Étienne, malheureusement, on n'a pas pu faire autrement. On n'a pas pu changer son nom spécialement pour le live. Mais lui aussi, en plus, est journaliste. Lui aussi est journaliste sportif, notamment pour la Charente Libre et pour le site Sans Filtre. D'ailleurs, pour le site Sans Filtre, il rentre dans la tête des sportifs. Il a notamment fait le portrait de Mina Robert-Michon, Quentin Bigot, Alexandra Tavernier et bien d'autres, dont par exemple Diane. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un article sur Diane aussi avec Sans Filtre. Et voilà, aussi pour ceux qui le connaissent, c'est un des créateurs de Galactic Athlé. Ça va Étienne, t'es content d'être là? Moi, écoute, si je suis le deuxième Étienne, bonjour le premier Étienne, je suis content d'être avec vous. Bonjour Diane, bonjour Vincent aussi. Et puis écoute, tu as tout résumé, tout est dit. Parfait, et on termine par le monsieur chiffre de l'émission, on va l'appeler comme ça, Vincent. Alors, Vincent, comment expliquer? Déjà, alors, il termine son Master 2 en expertise de la performance de haut niveau à l'INSEP. Pareil, Vincent, tu me dis si je dis des bêtises, parce qu'il fait beaucoup de choses, Vincent. Mais voilà, donc c'est plutôt de la biomécanique, non, Vincent, ton Master? Ouais, enfin, c'est de l'accompagnement scientifique à la performance. Ok, accompagnement En général, on va dire. Voilà. Ok, voilà, et donc c'est un passionné de chiffres, de données. Voilà, si vous le suivez un petit peu sur Twitter ou même sur Facebook, il met des trucs. Voilà, il aime bien ça, faire des petits graphiques et
analyser tout ça et c'est très très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai estimé ce chiffre. Et voilà, on va pas faire beaucoup plus long, ça va Vincent? Ça va, merci Étienne. J'ai suivi le premier numéro la semaine dernière avec beaucoup de plaisir, donc c'est cool d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, bah ça nous fait plaisir aussi de tous vous recevoir. Voilà, c'est comme je disais, c'est la crème de la crème. C'était les 6 voilà, qui sont les 6 premiers chroniqueurs. Voilà, c'est vraiment tous des passionnés et des mecs qui s'y connaissent vraiment très bien en athlète, des mecs et des filles, hein, mais des personnes qui s'y connaissent très bien en athlète. Et c'est pour ça, c'est une émission qui est faite par des passionnés pour des passionnés. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Moi je vous propose qu'on attaque tout de suite parce qu'on a promis de faire une émission beaucoup plus courte cette semaine. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer directement avec les perfs de la semaine. Diane, la perf de la semaine, c'est quoi pour toi? Ma perte de la semaine, moi, c'est Vetter. Donc, pour moi, il est clairement en route du coup vers le record du monde. Donc, moi, la perte dont je vais vous parler, enfin, c'est plutôt un ensemble de perfs. Donc, c'est le 19 mai au Strava où il fait 94 mètres 20, comme on le voit sur cette vidéo. Et ce qu'on voit, c'est que le jet en lui-même, il est perfectible parce qu'on voit qu'il finit pas projeté au sol comme dans la plupart de ces autres jets. Parce qu'en fait, sa hanche droite, elle n'a pas pu avancer assez. Et en fait, ça, c'est la conséquence de son pied gauche qui a beaucoup trop ouvert et qui s'est posé trop tard, comme on va voir. Et d'ailleurs, on ne le voit pas sur cette vidéo, mais sur une autre, il fait une moue pas vraiment satisfait de son jet. Il montre lui-même du coup qu'il s'est effondré du coup sur son côté gauche. Et ça lui a fait perdre de précieux mètres quand c'est qu'il a fait 94 mètres. Mais en fait, plus que ce jet, moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est du coup sa constance au-delà des 90 mètres. Qui me prouve qu'il va battre le record du monde parce qu'en fait 3 jours après il a fait de nouveau 93 mètres 20. Tu veux quelle image? Plutôt celle-ci avec les points, celle avec les trucs? Juste après, le tableau, ouais, juste après. Vas-y. Enfin le graphique plutôt. Ah, le graphique. Ouais, voilà. Et du coup, comme le manque de ce graphique qu'a fait Monsieur Chiffre, Vincent, et du coup, en ce début de saison, en fait, c'est 88 mètres, c'est vraiment devenu la base de tous ces jets. Donc, en fait, là, c'est les jets de tous ces concours. Donc, ça veut dire même par exemple, à Australia, son pire jet, c'est 88 mètres. Et surtout, il compte déjà 7 jets au-delà des 80 mètres en 4 compétitions estivales. Et du coup, on rappellera que cette marque, elle a été dépassée seulement par 20 athlètes dans le monde pour remettre en contexte. Et du coup, pour revenir un peu sur ce 94 mètres, c'est du coup le 7e jet de l'histoire. Et en fait, il y a une seule personne qui a lancé plus loin que ce jet dans toute l'histoire. Du coup, c'est le recordman du monde, Jan Zelezny. Et du coup, ce recordman du monde, en plus, c'est d'actualité parce qu'il a fêté ses 25 ans il y a 2 jours. Et c'est sûr que si devant le record du monde, il tient depuis plus de 25 ans, c'est que c'est costaud. Et Zelezny, lui, il a dépassé les 90 mètres dans 34 concours différents et seulement 17 pour Vetter. Mais là où c'est impressionnant, c'est que Vetter, en fait, il a fait son concours sans concurrence pour le pousser dans ses retranchements, alors que Zelezny, en fait, il a été poussé par ses retranchements par Raymond Hecht, qui avait fait plus de 90 mètres ce jour-là, et Boris Oberfold, et 89 mètres. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Vetter, il a lancé dans un stade fermé. Et donc, du coup, en fait, ça porte moins de javelot avec le vent, vu que le vent, il peut moins s'engouffrer, du coup, le porter moins loin. Et la biomécanique, j'espère que Vincent, il soutiendra mes propos, mais ça le confirme, que l'homme, il est capable, d'un point de vue biomécanique, de lancer au-delà des 100 mètres avec les engins actuels. Et du coup, je me suis posé un peu la question de quelles conditions il fallait pour que Vetter batte ce record du monde. Donc moi, je pense que déjà, il va falloir une concurrence. Donc soit l'Indien Neeraj Chopra qui émerge et qui a fait 88 mètres cette saison, mais qui est un peu bloqué avec le Covid et les variants indiens. Mais aussi Thomas Roller et Magnus Kirk. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait vraiment de la concurrence. Il faudrait qu'il y ait un petit vent fort passe, qui serait bienvenu du coup pour porter le javelot, parce que c'est le vent le plus favorable au javelot. Et aussi en République tchèque, il faisait seulement une quinzaine de degrés. Et on sait en fait que la résistance de l'air dans des conditions très chaudes, elle est plus faible. Et du coup, ça peut faire encore gagner des petits mètres. Donc voilà, pour moi, il va vraiment battre ce record du monde cette saison. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous pensez qu'il va le battre ou pas. C'est ce que j'allais demander justement. J'allais demander leur avis à Vincent et Étienne, savoir ce qu'ils en pensaient. Si pour eux, il y allait avoir un record du monde au lancer de javelot qui allait tomber, un record du monde qui tient depuis 25 ans, donc ça serait quand même pas n'importe quoi. Donc Vincent, Étienne, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien commencer.
souvent, avant de faire une perte de pointe, on voit des athlètes lancer régulièrement loin. Et après, ils battent le record du monde. Et ce qui commence à être vraiment le cas de Vetter. On voit qu'il accumule les pertes de pointe à plus de 90 mètres. Et oui, je rejoins Diane sur tout ce qu'elle a dit. Avec de bonnes conditions, ça peut aller très très loin. Ça peut aller au-delà du record du monde. Il en est à moins d'1 mètre l'année dernière. Cette année, il a fait une rentrée exceptionnelle. Ça peut vraiment le faire. Ok, Vincent, tu penses la même chose? Ouais, ça peut le faire. Maintenant, je rejoins aussi ce que vous disiez la semaine dernière et ce que disait PJ par rapport au fait qu'on se rend pas forcément bien compte à quel point ce record est juste dingue Ouais, et complètement. combien on peut être champion du monde en étant loin de ce record ou Champion d'Europe. olympique avec 85 mètres, on rappelle, en 2012 Voilà, à Londres. et au final, on parle beaucoup de lui, mais quand on voit le contexte, c'est pas le même contexte concurrentiel qu'il y a 3 ans, comme le disait Diane. Donc, ouais, ça peut le faire. Maintenant, il sera un peu seul pour y aller, quoi. Mais ça peut le faire. D'ailleurs, je sais pas Et- s'il y en a d'entre vous qui sont spécialistes du lancer de javelot, mais ah, une petite voiture qui passe derrière. Qui sont spécialistes du lancer de javelot, mais j'aimerais bien savoir moi ce que sont devenus, j'ai aucune idée si quelqu'un le sait. Le Kenyan, Yego, et aussi il y avait un autre comme ça, un lanceur de Taipei, qui avait lancé à plus de 90 mètres aussi. Quelqu'un sait où ils sont passés ou pas du tout? Moi, je sais qu'ils n'ont pas lancé cette saison. Après, honnêtement, j'en sais Ouais. pas plus. Ils sont pas rentrés pour l'instant. Ils ont ni lancé en hiver ni en été. Ouais. Parce que tu parlais de 20 mecs qui ont lancé à plus de 90 mètres dans l'histoire, eux deux l'avaient fait, donc c'était quand même pas n'importe Ouais. quoi. Mais c'est vrai que c'est des mecs qu'on a vu venir un peu comme ça, qui sont. Voilà, quoi. Yego, on l'a vu quand même sur quelques saisons, le lanceur de Taipei dont j'ai oublié le nom, vraiment j'ai l'impression qu'il est arrivé comme une comète, il a fait 90 mètres et après il a disparu aussi vite qu'il est arrivé. Donc bon, on verra peut-être s'il ressort cet été, on verra bien. Je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième perf de la semaine qui est celle d'Étienne. Étienne, bah vas-y Étienne, je te laisse la parole. Alors, avant de commencer sur ma perf, je voulais faire un petit aparté sur un record de France junior Ah. qui a eu à la marche. Donc, Maël Biré-Louis, 47 minutes 05 au 10 km marche. À cela s'ajoute Elvina Carré qui a fait 47 minutes 13, qui elle est une 2003, donc une première année. Donc, on sait que la marche féminine française est en plein progrès avec Émilie Ménier et Louise Terek et même Clémence Beretta. Les deux dernières sont encore relativement jeunes. Donc, je trouve qu'il y a quand même une belle émulation qui est en train de se créer dans une discipline qui est encore assez confidentielle en France. Euh, Il n'y a pas eu de médaille, mais peut-être que dans 3-4 ans, voire peut-être même avant, on pourra avoir une bonne surprise dans cette discipline. Ok. Alors ouais, maintenant, je vais être moins positif que vous. Moi, la perf qui m'a le plus interpellé, c'est Dimitri Bascou. Donc il était à Albi ce week-end, samedi et dimanche, et il a fait 14 tout pile sur 110 mètres. Donc voilà, on connaît le potentiel de l'athlète. Et le souci, c'est que c'est pas sa rentrée. Il avait déjà fait 14,05 à Montpellier. Donc voilà, vraiment pour quelqu'un on parle de quelqu'un qui est quand même médaillé à Rio. Donc, et puis il y a un autre truc qui m'interpelle, voilà, on peut le voir à l'écran, c'est qu'il s'entraîne seul. Bon, on s'est tous entraînés, on a tous été amenés à s'entraîner tout seul à un moment de notre vie, je pense. On sait à quel point c'est dur de s'envoyer des séances. Et alors, en plus, quand c'est une discipline aussi technique que les haies, je sais pas comment il fait, mais comment on peut faire pour se corriger. Je veux dire, enfin, il doit passer par la vidéo, il doit se filmer, mais quand il décompose le geste à l'instant présent, mais comment il peut se corriger, comment il peut dire là ça va pas. On a toujours une vision un peu biaisée de soi-même, c'est-à-dire que des fois on a l'impression de faire un truc bien, ça ne l'est pas, des fois on a l'impression de faire un truc pas bien, ça l'est. Et puis moi, là c'est vrai que l'athlétisme, ça reste un sport individuel en compétition, mais c'est un sport qui peut être quasiment collectif par l'entraînement avec l'autre qui te pousse, le coach qui t'encourage. Donc voilà, c'est vrai qu'il doit s'aider, il doit s'aider avec les technologies, mais tout seul. Alors moi, je vous pose la question, moi je me la pose. Est-ce que Dimitri Bascou sera compétitif? Est-ce que vous pensez qu'il pourra se qualifier pour les JO? J'aime beaucoup cet athlète, j'espère sincèrement me tromper, mais j'ai du mal à y croire. Alors, bon, pour répondre à ta question, les autres vont y répondre. Moi, je pense que le problème, déjà, il va falloir faire les minima. Ensuite, on sait que ça suffira pas de faire les minima. Sur En les plus- listes, souvent, ça suffit pas de faire les minima. En plus, il faut être dans les trois. Donc forcément, ça s'annonce assez compliqué.
Juste pour apporter quelques éléments supplémentaires, et je pense que Diane pourra nous en parler un peu plus. Il s'entraîne seul, mais il a des conseillers de temps en temps. Sur l'INSEP, il peut avoir Stéphane Caristan qui vient de temps en temps l'épauler. Et à Montpellier, il y a aussi Romain Barras qui le supervise de temps en temps. Je dis ça à Diane parce que Diane s'entraîne à Montpellier. Du coup, peut-être qu'elle pourra nous en dire plus là-dessus si elle le voit souvent là, à Montpellier ou pas sur le stade. Autre chose, il a dit, et c'était annoncé, il avait dit qu'il n'était pas forcément en forme, mais que pour lui, sa première vraie course de rentrée serait le 1er juin à Montreuil. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, pour l'instant, il n'a pas fait moins de 14. Mais on va voir le 1er juin à Montreuil, ce que ça donne pour lui. C'est censé être sa course de rentrée. La course où vraiment il veut mettre toutes les choses en place bout à bout. Et c'est là qu'on va voir vraiment s'il est très loin du niveau ou si finalement il est complètement cramé, quoi. Oui, mais Étienne, il a fait 14. Je veux bien que ça soit pas encore sa vraie rentrée, mais il va falloir courir en 13-20, peut-être je suis d'accord, hein. au pire 30 pour y aller. Donc il y a 7 dixièmes, c'est même pas un gap, c'est un gouffre à ce stade-là. Je suis d'accord, mais c'est quelqu'un qui a appris à nous surprendre, je trouve. Donc Oui, on va pas l'enterrer trop vite. Ouais, c'est vrai que pour en revenir du coup à Montpellier, ouais, des fois il y est et il s'entraîne. Il y a aussi, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais qu'il y a sa copine qui est avec lui. Et du coup, en fait, il est jamais totalement tout seul. Donc ça veut dire que oui, il n'a pas de confrontation, mais il a quand même quelqu'un du coup pour le pousser. La personne avec lui, c'est une athlète aussi. Et du coup, ça pousse un peu, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même compliqué sur une discipline aussi technique, même avec de l'expérience, même avec son expérience, son ressenti, c'est sûr qu'il connaît hyper bien son corps, hyper bien sa discipline, mais je pense que des fois, pour avoir le petit truc, c'est bien d'avoir un regard extérieur, pas sur toutes les séances. C'est sûr que les séances de muscu, on peut les faire tout seul, mais les séances techniques, je pense que c'est important. Mais d'ailleurs, il avait aussi dit dans une interview qu'il s'entraînait en ce moment à Montpellier, quand il s'entraînait à Montpellier avec Kevin, apparemment qu'il a fait des bonnes séances avec Kevin Meyer et qu'il était plutôt satisfait de sa forme et que voilà, il n'était pas inquiet par ses chronos. Bon, après, il peut dire ça et que ça soit faux, mais voilà. Voilà. Et Vincent, tu veux en dire un mot ou pas? Pas grand chose à ajouter, simplement que moi j'ai pas vu les courses en vidéo, donc il faudrait aussi voir si. Ouais. Il y a plusieurs façons de courir 14, quoi. Je veux dire, faut voir s'il y a des grosses fautes qui peuvent très vite faire gagner des dixièmes ou si c'est une course où il a mis ce qu'il pouvait ce jour-là et malheureusement ça l'a pas fait. Donc faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Mais j'ai pas vu les courses, donc je peux pas dire grand-chose là-dessus. Mais Étienne, je te rejoins quand même que c'est assez inquiétant dans un sens de commencer 3 courses, pas une seule sous les 14. Voilà, ça reste inquiétant. Et d'ailleurs, comment? C'est pas sa première. Ouais. Faut quand même le souligner. Et d'ailleurs, c'est le cas de plusieurs médaillés de Tokyo, de Rio, puisqu'il y avait aussi un article de l'équipe qui parlait de ça, de Mayedine qui n'est pas encore qualifié et on ne sait pas du tout sa forme, puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas couru, et Christophe par contre qui court, mais qui malheureusement lui aussi semble d'être un peu loin du niveau, et qui peut-être ne pourra pas se qualifier. En tout cas, voilà, il y a plusieurs médaillés olympiques de Rio qui vont peut-être avoir du mal à se qualifier pour Tokyo. On suivra ça avec attention. Vincent, toi, tu voulais nous parler de Jésus Tonatiuh Lopez, un coureur de 800 mètres que je ne connais pas du tout. Donc vas-y, je t'écoute. Ouais, et que beaucoup certainement ne connaissent pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un coureur qui, même s'il a déjà couru une 45 plusieurs saisons de suite, on le connaît peu. Il est de 97, il a 23 ans. Il a assez vite passé les gaps, mais il était le leader au bilan avant les 1:44-14 de Burgin, dont vous parliez la semaine dernière. Et donc là, il a encore couru, et il recourra ce week-end d'ailleurs, mais il a encore couru à New York. Et la course est juste dingue, et surtout la fin de course qu'on va pouvoir voir maintenant. Donc là, il est 4 de la course. Il y a l'Américain Clayton Murphy, qui est avec le maillot Nike comme lui, là, bleu et vert. Et donc il n'a pas l'air si bien que ça, vous allez voir à l'approche du virage, et il va mettre une belle petite accel à 80 mètres de la ligne pour aller gagner et pour faire encore un gros chrono. Donc c'est pas la World Lead, mais c'est encore un chrono en 1:45. Je vais retrouver le 1:45-24, pardon. 1:45-24. Donc c'est du costaud. Vous voyez le gap qu'il a mis en 80 mètres aux autres. Ouais. Donc voilà, au micro, il a tout de suite dit qu'il était content, mais qu'il y avait encore mieux à faire. Et donc il sera à Portland ce week-end. Il y aura plein de compétitions à suivre ce week-end, et il y aura aussi Portland, et en face de lui il y aura Samprovitz et Brazier, donc je pense que ça peut aller aussi très vite sur 800 à Portland ce week-end. Ok, donc toi tu voulais vraiment nous le présenter comme quelqu'un à suivre pour cette saison en tout cas. Ouais, à suivre. C'est le meilleur.
pas beaucoup de palmarès. Enfin, il a fait quatrième des mondes U20 en 2016. Et il a gagné les Universiades en 2017, mais autrement, il a surtout couru en Amérique centrale, en fait. Et on l'a pas beaucoup vu ni en Europe ni aux US. Et du coup, là, il est vraiment en train de mettre un coup d'accélérateur à sa carrière, quoi. Très bien. Ok. Les autres, quelque chose à rajouter ou on enchaîne? Moi, je voulais juste Vas-y. savoir s'il était le meilleur de son pays ou s'il était bloqué par d'autres, comme par exemple Pasco. Il est J'ai américain? pas bien compris. Est-ce que c'est le meilleur du coup de son pays ou est-ce qu'il est bloqué par d'autres athlètes? Ah non, non, là, il sera pas bloqué par d'autres athlètes. Là. À ce niveau-là, il y a de la marge au Mexique. Ah, Mexique, ouais. Il a battu le record national déjà en 2019 ou en 2018. Ouais. Et non, au Mexique, sur 800 mètres, ça va. La concurrence n'est pas non plus Ça devrait la aller. plus dense du monde. Ouais. Ouais. Mais ça peut être un avantage, comme on en parlait la semaine dernière, des Américains qui doivent être très en forme pour pouvoir se qualifier. Lui, justement, il pourra peut-être prévoir son pic de forme pour Tokyo et justement, il devrait pas avoir de soucis pour se qualifier en tout cas. On enchaîne, du coup, ce week-end il y a eu la Diamond League, la première Diamond League de la saison qui s'est ouverte en Grande-Bretagne. D'habitude c'est toujours à Doha et cette année ils ont voulu la faire en Grande-Bretagne. Grand mal leur a pris, puisque comme on peut le voir sur la photo, les conditions ont été catastrophiques. Il a fait froid, de la pluie, donc forcément les performances n'étaient pas au rendez-vous. La photo du coup c'est pour bon, je pense que vous l'a recueilli, Mondo Duplantis qui tient le parapluie pour Sam Kendricks, son adversaire à la perche. Et d'ailleurs, Mondo Duplantis a d'ailleurs perdu sur le concours. Ça lui était pas arrivé depuis Doha en 2019 de perdre un concours. Donc ça reste un petit événement. Donc on peut voir que quand les conditions sont vraiment extrêmes, il reste prenable. Donc on verra les conditions à Tokyo, mais voilà. Il n'est pas imbattable. Donc on va quand même en parler un petit peu rapidement parce qu'il y a quand même eu quelques perfs intéressantes, mais voilà, on va le faire très rapidement. 20-33 sur 200 mètres pour Bednarek, donc le jeune américain, on en avait parlé la semaine dernière. Ça reste intéressant parce que moins 3 mètres devant, donc, et puis il met un gros écart aux autres derrière lui. Donc voilà, on savait que c'était quelqu'un à suivre, il le confirme. 13,08 sur 5000 pour l'espagnol Mohamed Katir, qui bat son record personnel de 42 secondes. Alors peut-être qu'il n'avait pas couru depuis un petit moment, mais... Ah, alors, c'est qu'on a Laura qui est avec nous. Ok. Julie, si tu m'entends, tu peux te déconnecter. On va se débrouiller comme ça. C'est pas super, mais on n'a pas le temps de tout refaire les trucs. Je sais pas pourquoi ça a fait tout planter quand Laura est arrivée, mais c'est pas de ta faute, Laura, t'inquiète pas. Ça va. C'est pas de ta faute. Bref, c'est pas si grave. Du coup, on était en train de faire le tour des actus. Laura, je sais pas si t'as entendu, on parlait juste avant de Dimitri Bascou qui s'entraîne tout seul et qui a fait 3 courses en 14. Toi, t'en penses quoi justement, toi qui fais des haies? Pour toi, c'est possible de s'entraîner tout seul sur les haies? Bah, je pense que maintenant, avec la carrière qu'il a et tous les retours pardon, qu'il a pu avoir avant, je pense que c'est possible. Après, faire du très haut niveau tout seul, je pense que c'est surtout dans la tête que ça doit être très dur. Mais on verra bien ce que ça donne et j'ai hâte de le voir courir plus vite. Ça marche. Un peu désolé. Hop. Bon, bon, du coup, voilà, c'est ce qu'on disait. En gros, que bon, on va pas l'enterrer puisque c'est quand même quelqu'un qui nous a montré qu'il était capable de grandes choses et de rebondir au moment où on l'enterrait. Donc bon, on va suivre ça avec attention. Sa première course, quoi, à Montreuil, là, il court le 1er juin, donc on va voir ce que ça donne. Donc, on parlait de la Diamond League qui s'était passée sous la pluie, la première Diamond League. D'ailleurs, Laura en a fait les frais. C'était sympa, Laura, ce petit voyage en Angleterre? Ouais, c'était sympa. Après, moi, j'avais prévu de faire l'Allemagne avant, donc j'ai fait pas mal de voyages en 3 jours, Ouais. ce qui m'a coûté un peu pas mal de fatigue et du coup, même beaucoup de fatigue parce que là, je suis en pause du coup pendant une semaine. Mm. Mais par contre, là-bas, l'ambiance, bah, vu qu'il y avait pas mal d'Européens, l'ambiance était vraiment cool vu qu'on se connaissait un peu tous. Donc, par contre, c'était vraiment une belle expérience. Et après, bah, moi, pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. J'étais au niveau d'un peu avec les autres filles, donc c'était plutôt encourageant pour la suite. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai que les conditions, quand tu arrives sur la piste là et tu sens la pluie et le froid, c'est pas le top quoi. Ouais, si tu m'étonnes. Quand tu sais que la performance sera pas forcément au rendez-vous. Ouais, c'est ça.
On reviendra dessus après. Du coup, je faisais le tour des quand même résultats. Du coup, Dina Asher-Smith, 11,35 qui remporte le 100 mètres. C'était un énorme 100 mètres. Alors, les chronos sont pas exceptionnels, mais il y avait une grosse concurrence. Donc, elle remporte la première manche. Il y en aura d'autres qui vont arriver avec là encore moins 3 mètres devant. Donc, ça reste intéressant. Moi, je voulais aussi noter la deuxième place de Daniel Thomas Todd au lancer de poids. Pourquoi? Puis, je voulais juste le noter parce qu'elle a fait une moins bonne perf que la troisième. Et, et du coup, voilà, c'est cette fameuse règle mise en place par World Athletic avec le sixième essai qui est l'essai en or qui permet le classement. Bref, juste pour avoir votre avis rapidement, chacun votre tour, Étienne, t'en penses quoi de ça? Tu trouves ça bien ou pas? Juste, tu trouves ça bien ou pas? Alors, si je devais être bref, je dirais non. Ok. Pourquoi? Parce que je pense que l'essence même de la clé, c'est pas ça. C'est de pouvoir être sixième, voire huitième, et de pouvoir tout renverser sur un dernier essai. Et là, bah, tu prives quelqu'un d'un potentiel exploit. Bon, j'ai plus d'exemple en tête de quelqu'un qui pourrait être cinquième, avoir un dernier jet ou un dernier saut et qui renverse sur un concours, mais non, enfin, c'est pas, l'athlétisme, c'est pas ça. L'athlétisme, c'est les rebondissements. Et puis ce qu'on disait sur Twitter, là, enfin, tu peux battre 5 fois le record du monde, tu mords ton dernier essai, tu peux te retrouver troisième parce que l'autre ont fait une perte. C'est quand même, enfin, c'est ridicule. Les autres, Diane, Voilà. Diane, oui ou non, tu trouves ça bien? Je trouve que c'est bien de vouloir mettre peut-être des fois des innovations, mais la forme est pas du tout bien. Surtout, par exemple, là, au poids et au javelot, sur les Diamond League, ils ont attendu 20 minutes la présentation et ils faisaient 8 degrés à Gatchid. Du coup, forcément, après, les perfs, elles s'en ressentent. Au poids, justement, après, elles ont fait des perfs 1 mètre au-dessous. Donc c'est vraiment à revoir, quoi. Bon, Vincent et Laura, pareil, vous aimez pas ce système? Non. Non, clairement Non, mais pas. voilà, je me doutais, personne n'aime. Et pourtant, le World Athletic, dans son compte rendu de la compétition, s'est félicité en disant que c'était une réussite. Et voilà, que ça avait rencontré un franc succès auprès du public. Donc on se demande auprès de quel public, puisque les athlètes sont pas contents, le public est pas content. Je vois pas à qui s'appeler, mais bon, bref, c'est leur truc. C'est la nouvelle mode, voilà, pour relancer l'athlétisme. Apparemment, ça va être comme ça. Donc bon, on verra ce qu'ils en font par la suite. Et d'ailleurs, on a vu plusieurs tweets là-dessus parce que ce passage justement du rapport a été repris. Il y avait une formule, comme tu l'as dit, ça a été automatiquement, je sais pas, apprécié, intégré. Ouais. Il y a plusieurs athlètes internationaux qui ont pas manqué le coup et qui ont fait Il y remarquer avait la sauteuse en qu'il y a longueur, personne qui s'est enthousiasmé. Ouais. sauteuse en longueur britannique Jasmine Sawyer qui l'avait notamment fait, qui avait fait savoir sur Twitter qu'elle n'était pas tout à fait de cet avis. Ensuite, on continue. Bon, voilà, rien de plus pour la Diamond League, parce qu'il n'y a pas eu des grosses perfs. Par contre, sur d'autres meetings où il y a eu des meilleures conditions, là il y a eu des belles perfs, notamment record personnel pour Quentin Bigot qui commence sa saison en trombe avec 78,99 m. Donc c'est le protégé de PJ Vazel qui était là la semaine dernière. Il termine 3ème du concours derrière les deux Polonais, Nowicki et Fajdek. Dans le même meeting, on notera quand même les 2,04,82 de notre chroniqueuse Lena Candisounon. Voilà, c'était sa rentrée, elle avait annoncé qu'elle montrait petit à petit en forme, donc elle s'attendait à rien d'exceptionnel. Elle était partie un petit peu rapidement de ce que j'ai compris. Mais bon, voilà, c'était sa première course de la saison et elle courra ce week-end au championnat d'Europe par équipe. Par contre, dans le meeting, là, il y a eu une grosse performance, c'est celle de Roras, 15 mètres 47 par Yulimar Roras. Hop, effectivement, Vincent, t'es le seul qui ne frise pas quand je passe sur les anciens trucs. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Bref, Yulimar Roras qui fait 15 mètres 43, donc elle s'approche à 7 cm du record du monde. Voilà, elle ressaute demain à Doha, donc on va voir s'il y a un record du monde ou pas. En tout cas, elle avait déjà été exceptionnelle cet hiver en salle, et elle continue sur sa lancée. Voilà. Record du monde. Ouais. En vrai, parce que sur sa reprise, Cloche, on a vraiment l'impression qu'elle fait rien, qu'elle fait pas d'effort, quoi, que limite elle va avorter son saut et en fait elle fait la deuxième perf de tout temps, quoi. Donc je pense que le potentiel est vraiment ouf. Ouais, bien sûr. Et en plus, quoi, mais après c'est une athlète exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle est très grande déjà. Ouais. Elle court vite sans qu'on s'en rende compte. Elle a énormément de puissance. Quoi, voilà, elle n'a pas du tout l'impression, on n'a pas du tout l'impression qu'elle force, mais en final, elle a tellement de capacités physiques que ça va loin, quoi. Mais on verra ce que ça donne ce week-end. Record du monde d'ailleurs. Vous pensez qu'il va y avoir un record du monde cette saison? Rapidement, oui, non. Chacun votre tour. Étienne? Je me méfie parfois des grosses rentrées de certains athlètes parce que
Etienne, il n'arrive pas à dire oui, non. Quand je lui demande oui, non, il part toujours sur les doigts. Alors, je vais dire non alors. Non dans toute la saison? Ouais. Ok. Je- Diane, tu penses oui ou non? Oui. Vincent? Ouais. Il faut pas les appeler, mais oui. Ok. Et Laura? Ouais, moi aussi, je pense que ouais. Ok. Etienne, on verra. Si jamais il n'y a pas de record du monde, tu seras le seul à avoir eu raison. On enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Aux US, toujours des grosses performances. Il y a eu les 23,01 m de Ryan Cruiser, qui devient le troisième homme à plus de 23 mètres. Il avait déjà battu le record du monde en salle cet hiver lui aussi. Donc on va voir. Là et là, record du monde ou pas? Oui ou non? Etienne, tu penses qu'il y aura un record du monde cette saison? Oui. Oui? Diane? Court. Ouais, aussi. Ah, Vincent? Ah, je suis pas sûr. Moi. Ah, et Laura? Moi, j'y connais vraiment rien du tout en poids, mais pour le soutien, je dis oui quand même. Allez, on risque d'avoir quelques records du monde cet été. En tout cas, il y en a pas mal qui vont être en danger. On continue avec... Ah, mais je crois que non, j'ai pas pris la vidéo, donc bon, on va en parler rapidement. Mais les 22,08 de Sean Miller Rubio sur 200 mètres, je sais pas ce que je voulais vous montrer la vidéo, mais c'est pas grave, on enchaîne. Parce qu'elle a fait 22,08, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais d'une facilité. C'est indécent. C'est-à-dire qu'à 30 mètres de la ligne, elle commence à relâcher, elle force pas et tout. Et elle fait 22,08. Bref, Sean Miller, on pense que cet été, elle va être encore très 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 costaud. C'était vraiment impressionnant. Dans la header, dans la même compétition, ça a été aux États-Unis, c'était une compétition en ville, vous savez, avec les pistes dans la ville, là en ligne droite. Il y avait Wade Van Niekerk qui courait aussi le 200 mètres et qui s'est blessé malheureusement. Apparemment, c'est pas grand chose. Mais bon, il s'est arrêté pendant la course, voilà. En tout cas, il a un petit peu de mal à revenir. On verra si. Ça fait plusieurs saisons c'est un petit peu compliqué pour lui. On verra ce que ça donne. Ouais. Ce que ça donne cet Il était été. quand même pas mal là, sur cette course-là, pour avoir vu la course en direct, il était quand même pas mal. Ouais. Après, c'est vrai que du coup, il court pas les 25 derniers mètres, on va dire. Mm. Alors blessé, je sais pas s'il faut dire blessé, mais c'est vrai qu'il a ressenti une gêne. Ouais, une gêne, c'est plus une gêne, ouais. Il valait mieux pas terminer, quoi, mais il allait faire moins de 20 secondes assez logiquement, comme les deux premiers, je crois qu'ils font moins de 20. Mm. Il n'avait peut-être pas gagné parce que c'était bagarre, mais il était quand même pas mal sur ce retour un peu là à Boston. Très bien. Aux États-Unis, du coup, pour finir, 4,93 m, la meilleure performance mondiale de l'année qui a été faite par Katy Najat, c'est son record, avec des perches prêtées. Bon, ça, on a l'habitude de voir des records à la perche avec des perches prêtées. J'ai l'impression que ça arrive plus souvent qu'avec les vraies perches. Sinon, côté français, Benjamin Robert, Ronald Lamotte qui remportent leur course de rentrée sur 800 mètres. Théoura Tepai qui confirme son statut en lançant encore à 79,82 m. Malheureusement, il se blesse, ou en tout cas, voilà, peut-être comme Laura qui préfère être prudent, mais en tout cas, il ne pourra pas être ce week-end à la Coupe d'Europe. C'est un petit peu malheureux, puisqu'on aurait bien voulu le voir, vu le début de saison qui est réalisé. Aurore Fleury qui fait 4,10 au 1500, c'est son record. Et on a 4 filles en 52 sur le 400 mètres. Je pense qu'on y reviendra quand on parlera de la Coupe d'Europe. Je crois que Diane avait quelque chose à dire là-dessus. Mais du coup, Floria Gay 52,20, Brossé 52,9, Sananes 52,40 et Brigitte Ntiaoma 52,9 aussi. Donc c'est intéressant dans la perspective du 4x4. Ça reste plutôt intéressant. On a un collectif qui est assez homogène. Et moi je voulais aussi noter les 16,88 de Benjamin Compaoré, je le note puisque je suis toujours impressionné qu'il soit encore à ce niveau-là. On l'enterre, voilà, il se blesse, et il revient et finalement il est toujours presque à 17 mètres, donc je trouve ça assez impressionnant. Sinon, pour parler de sportifs qu'on ne connaît pas forcément, chez les jeunes, il y a eu des grosses perfs aussi, puisque comme Étienne nous en parlait, il y a les compétitions amateurs qui ont repris aussi. Pour les jeunes, on a eu deux gros 2000 mètres. Le 2000 mètres, voilà, chez les minimes, c'est une course qui est assez courue. Et on a Lisa Lebloas qui a couru 6,18,25 et le record de France c'est 6,18,10. Donc elle est à 1 dixième et le record de France il date de 1994. Et chez les hommes, pareil, on a Yanis Morisset qui a couru 5,40,19 et le record de France est à 5,40,00, donc à 2 dixièmes. Et c'est un record de France qui date depuis 1977. Donc voilà, il y a deux très vieux records de France qui pourraient tomber dans les prochaines semaines, qui en tout cas sont passés très proches, 1 dixième et 2 dixièmes sur 2000 mètres. Bon, c'est un peu les boules. Il n'y en a aucun des deux qui est tombé, mais ça devrait pas tarder pour eux. Et sinon, on va juste terminer les perfs de la semaine avec le saut, ça s'est passé hier soir, de Tentoglou, le grec qui prend la meilleure perf mondiale de l'année avec 8,60 m. Ça a fait une petite histoire, puisque on sait quoi. Voilà, il a fait ça, mais en tout cas, sa réaction, je vais vous montrer ça, est très étonnante. Je n'ai pas l'explication pourquoi,
Mais voilà, quand il voit la performance, il hallucine un petit peu et il comprend pas pourquoi. On a l'impression que c'est le premier étonné en tout cas de cette performance. Voilà, il lève les bras, il comprend pas trop. Donc voilà, puis c'est PJ Biazel qui met ça et on voit dessous PJ d'ailleurs qui dit que lui ne croit pas trop à cette performance quand quelqu'un lui pose la question. Qu'apparemment il y aurait peut-être eu un problème sur la mesure. Donc voilà. Bon, ça sera pas remesuré puisque de toute façon ce n'est pas un record. Donc ça restera comme ça. Mais c'est quand même étonnant en tout cas s'il y a eu un problème de mesure ou quoi. Bref. Ah, ça aurait pu l'être en fait, mais il aurait fallu s'en rendre compte tout de suite, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, en tous les cas, vu que c'est pas un record, bon, c'est pas, on va dire que c'est peut-être pas, c'est pas si grave que ça. C'est pas non plus, c'était un meeting, c'est pas un championnat, voilà. Mais c'est vrai que ça reste étonnant en tout cas. Et vu sa réaction, ouais, c'est un petit peu étonnant. Bref, on va passer aux actus de la semaine. Les actus, malheureusement, il n'y a pas que des bonnes actus cette semaine. Il y a des actus noires cette semaine dans le monde de l'athlétisme. Notamment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais un trail en Chine qui s'est très mal passé. 21 morts pendant le trail. Les coureurs ont été pris dans une tempête, un changement soudain climatique, vent fort, grêlon, et du coup, voilà, il y a eu 21 morts sur le trail, dont une figure du trail chinois, Jing Liang. Donc voilà, c'est assez triste. Sinon, dans les... bon, je sais pas quoi dire de plus malheureusement, mais pour parler de choses un petit peu plus joyeuses, on parlait des coureuses de 400 mètres, de 4x400. Il y a Marie Gaillot qui a annoncé hier sur son Instagram, ou il y a 2 jours sur son Instagram, qu'elle attendait un enfant, un heureux événement. Donc voilà, moi j'attendais justement de voir un petit peu si elle allait courir ou pas cet été. Bon, du coup elle ne courra pas cet été. Cet hiver elle avait annoncé qu'elle avait repris l'entraînement avec Titi Tango, donc j'avais un petit peu hâte de voir ce que ça allait donner. Bon, mais du coup, ça va rien donner, mais en tout cas, ça reste un heureux événement qui arrive. Les autres actus, World Athletic qui a approuvé 23 nouveaux Russes pour les Jeux Olympiques. Donc pour l'instant, ils sont 27 à pouvoir courir sous bannière neutre aux Jeux Olympiques. Voilà. Dans les actus aussi sympas, on a eu un record du monde sur 4x400 mètres au Japon. Un record du monde des plus de 90 ans. Et... donc c'est en 8:49:01 et je pensais que c'était le record du monde puisque ça n'avait jamais été fait, 4 hommes de plus de 90 ans qui faisaient un 400 mètres. Et si, il y avait bien un record du monde qui datait de 2014 aux États-Unis, qui était de 12:41, donc le record du monde a été battu de 4 minutes. Donc félicitations à ces 4 super papis japonais pour leur super record. Ils ont encore la forme parce que bon, déjà il faut le courir le 400 mètres à 90 ans. Hein. Sinon... Une autre règle voilà, du CIO cette fois, pas de World Athletics, mais qui fait un peu grincer des dents du côté des athlètes, c'est la règle numéro 50. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je ne sais pas si Laura, justement, t'en as entendu parler, toi, ou Diane, vous les athlètes, mais qui a annoncé que cet été, comment ils ont écrit ça ? Toute démonstration ou geste politique sera interdite sur les podiums à Tokyo. Donc voilà. C'est pas du goût de tout le monde, notamment Adam Gemili, le sprinter anglais, qui l'a fait savoir en conférence de presse avant la Diamond League, qui a dit que lui, quoi qu'il arrive, s'il en a l'occasion, il pliera le genou, voilà, en hommage à Black Lives Matter. Et on ne connaît pas encore les sanctions qui pourraient être appliquées en cas de gestes politiques sur les podiums, mais voilà, en tout cas, lui, ça lui fait pas peur. Il a été rejoint par Dina Smith qui l'a encouragé dans ses propos, et par Sha'Carri Richardson, donc la nouvelle star du sprint mondial, qui a dit qu'elle était là, elle, grâce à sa condition et à sa vie de femme noire, et du coup qu'elle était très fière de sa couleur, et qu'elle voulait faire savoir au monde entier que Black Lives Matter. Donc voilà, donc en tout cas il y a des athlètes qui ne sont pas du tout d'accord avec cette règle-là. On va peut-être pas faire un débat forcément là-dessus, mais du coup voilà, je sais pas peut-être rapidement ce que vous en pensez vous de cette règle, notamment les athlètes. Diane, Laura, est-ce que vous pensez que c'est la place aux Jeux Olympiques justement, ou c'est la place des athlètes de faire ça ou pas? Moi, je trouve que quand même, oui, il y a une liberté d'expression parce qu'on n'est pas simplement des athlètes, on est des êtres humains avant tout. Et du coup, si on a un message à faire passer, bien sûr, dans le respect, dans le respect général, et ben c'est une scène d'expression, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire passer. D'ailleurs, à ce sujet, ils nous avaient fait passer un sondage justement pour savoir ce qu'on en pensait. Donc, je sais pas s'ils ont pris en compte ou si la majorité a répondu
a répondu pour cette nouvelle règle. Donc voilà. Ok. Laura, tu veux en parler ou pas ou t'as rien de spécial à dire Et dessus? si, bah moi, je pense qu'après, sur le stade même, quand c'est l'heure de courir, c'est l'heure de courir. Mais après, que ce soit aux journalistes ou sur le podium, c'est des moments qui appartiennent aux athlètes propres, enfin aux athlètes. C'est hyper individuel en fait. Et s'il y a un message à faire passer, je pense que justement, c'est le moment où on est bien mis en lumière. Après, je pense qu'ils ont plus peur qu'il y ait un peu. Que ça parte un peu dans tous les sens, mais je pense que ça n'arrivera pas là. Et si, moi, je trouve ça justement bien. Et les messages forts qui ont déjà été passés sur les podiums, on s'en rappelle encore aujourd'hui et on voit que ça marque bien les esprits. Donc, si ce sont des beaux messages, moi, je trouve ça plutôt cool. Très bien. Hop. Et oui? Quelqu'un d'autre qui voulait parler? Non. J'ai fait le tour des actus. On va juste terminer rapidement avec le calendrier. Le calendrier du week-end. Ce week-end, encore une Diamond League, du coup, celle de Doha, qui habituellement est la première. Là, du coup, elle sera en deuxième. Elle a lieu demain. Il y a du beau monde. Il n'y a pas beaucoup d'Européens, puisqu'il y a championnat d'Europe par équipe. Notamment, il n'y a aucun Français. Et en plus, parce que c'est compliqué pour les Européens d'aller à Doha. Il faut les passes sanitaires. Voilà, il y a des quarantaines à respecter. Voilà, c'est assez complexe. C'est surtout de revenir de Doha, je crois, le problème, plutôt que d'y aller. Mais en tout cas, on peut noter qu'il y aura un beau concours de perche avec du coup Maurice et Najat, les deux américaines qui feront face à Stefanidi, qui en plus a pas mal commencé sa saison, la grecque, à 4,80 m. On aura donc Roras sur le triple saut, qui sera face à la colombienne Ibargüen. Donc aussi un gros concours de triple saut entre américaines du Sud. Un gros 400 et là aussi attention, voilà, le 400 et on sait que le record du monde il tremble depuis quelques années et voilà, il pourra encore trembler demain. Sur la start list, on a Alisson Dos Santos, le Brésilien, en 47,68, Kieran McMaster en 47,50 et Ray Benjamin en 47,13. Ça, c'est les chronos qu'ils ont réalisés cette saison. Et on a aussi Abderrahmane Samba, donc, qui réalise sa rentrée, le Qatari, et qui a un record à 46,98. Donc on sait qu'il y a souvent des bonnes conditions à Doha, donc ça pourrait aller très très vite. On observera aussi Moutaz Echabarchim à la hauteur, le champion du monde qatari. Sur 800 mètres, on fera attention à Kelly Hodkinson, la jeune britannique, et à Faye Kipyegon, la championne olympique et du monde du 1500 mètres. Timothy Cheruiyot également qui fait sa rentrée sur 1500 mètres, le champion du monde. Un gros 3 multiple aussi, avec tout le podium des derniers championnats du monde. Donc dans l'ordre, Chepkoech, la Kenyane, Coburn, l'américaine, et Krause, l'allemande. Donc qui ne sera pas au championnat d'Europe par équipe, mais du coup une grosse course. Un gros 400 mètres également chez les hommes avec Fred Kerley qui pour l'instant avait couru des 100 mètres et des 200 mètres en étant très impressionnant, notamment sur 100 mètres. Donc là il s'aligne sur 400 mètres, sur sa distance normalement de prédilection. Donc on va voir ce que ça donne face à Michael Norman et à Kirani James. Et la revanche sur 100 mètres, cette fois sans Dina Asher-Smith, mais toujours avec du monde quand même, entre Sha'Carri Richardson, Shillian Fraser-Price et les trois africaines du coup, Aouré, Talou et Okagbare qui pourraient venir aussi. Sans Richardson finalement, Etienne. Il n'y aura pas de Richardson à Doha. Ouais. D'accord, elle l'a annoncé là tout à l'heure, oui. Ok, d'accord. Hier soir, elle était encore sur la start list. Ok, très bien. Elle est blessée du coup ou elle a dit quelque chose? Non, je sais pas. Mais okay. Elle court pas. Il y a Christophe Lemaître. J'ai pas compris. Ouais, depuis tout à l'heure, il y en a un qui dit qu'il est Christophe Lemaître, mais on n'a pas de moyen de vérifier parce qu'il est sous pseudo. Ah, c'était ça que PJ disait, que si t'es Christophe, prouve-le. J'ai vu un message de PJ qui disait si t'es Christophe, prouve-le. Bon, mais s'il y a Christophe, on est très content de l'avoir. Et juste, du coup, voilà, il y a aussi le championnat d'Europe par équipe ce week-end, on va en parler. Et juste, je voulais aussi noter qu'il y aura Alexis Fellu, donc un autre de nos chroniqueurs qui courra hors de game sur 3 multiples, c'est ce week-end aussi. Samedi et qui pourrait se rapprocher des minima olympiques. En tout cas, il avait fait une très bonne rentrée en 8,29, un petit peu tout seul et dans le vent. On sait que la piste hors de game est souvent propice à la performance sur le demi-fond. Donc on suivra ça avec attention. C'est l'heure de la chronique, Étienne. J'espère que tu es prêt. Je sais pas comment on va faire ça. Puisque du coup, tout on va se débrouiller. Tout a planté. Tout a planté, mais ouais. On va se débrouiller. Vas-y Étienne, tu peux commencer ta chronique. Bah écoute, écoutez plutôt d'ailleurs, je voulais célébrer le déconfinement de l'athlétisme français. Donc je parle de l'athlétisme amateur.
Donc, pour reprendre un célèbre slogan de la Ligue 1, enfin de la publicité pour la Ligue 1 des années 2000, on pourrait dire, eh oui, c'est la reprise. Oui, c'est la reprise pour l'athlétisme amateur, pour les jeunes, pour nous, pour tous ceux qui sont pas haut niveau, une branche qui a quand même terriblement souffert au fil des différentes vagues de Covid. Une vague de Covid dont on a quand même vachement de mal à en voir le bout. Cette excitation d'être derrière un peu de départ, au bout d'une petite élan, même dans un cercle de lancer, cette attente après la performance, l'attente de chrono qui s'affiche, voire ou d'un juge qui énonce ta performance. Ce sentiment qu'on pensait vraiment mis aux oubliettes. Ça y est, on est au mois de mai, la vie normale reprend enfin son cours, et le nombre d'athlètes qui peuvent enfin s'exprimer après des mois terribles, des mois stériles à encaisser des entraînements patiemment, sans savoir si les efforts de chacun, de chacune pourraient être vraiment récompensés par une compétition, par une performance. J'en profite aussi pour saluer quand même la Fédération française d'athlétisme, les comités, les clubs qui se sont battus pour que tout ça soit possible. On a vu cet hiver, alors j'en profite en plus parce qu'on a quand même 2 athlètes ce soir, Diane et Laura. On a vu une vague de commentaires négatifs sur Facebook, sur Instagram, sur tous ceux qui se plaignaient. Ouais, pourquoi les lister, pourquoi eux ils ont le droit de courir alors que nous on n'a pas le droit de courir, nos jeunes ils n'ont pas le droit de courir non plus. C'est des trucs qui m'ont quand même passablement révolté parce qu'il faut quand même resituer les choses dans leur contexte. On parle les athlètes listés, c'est des gens qui gagnent leur vie avec l'athlète ou qui sont quand même en passe de gagner leur vie. Donc si on leur prive de ça, c'est comme si nous, on nous privait de notre travail. C'est comme si moi, demain, on m'empêchait d'être journaliste sportif. Je trouvais qu'une jalousie malsaine s'était vraiment installée contre les athlètes listés. Et je me posais d'ailleurs une question. Tous ceux qui critiquaient cet hiver, où est-ce qu'ils sont pour saluer, pour donner un commentaire positif sur cette reprise? Parce que en France, quel sport peut s'asseoir à la table de l'athlétisme et dire j'ai repris les compétitions plutôt que toi? J'ai envie de dire personne. Personne peut s'asseoir à notre table. Personne peut, que ça soit le foot, le rugby, personne peut se dire j'ai repris les compétitions au niveau amateur plutôt que l'athlétisme. Évidemment, je voulais remettre l'église au milieu du village. J'ai conscience que tout n'est pas parfait. Je pense encore aux courses sur route, aux trails, les fameuses courses de jambon, si on veut être un peu péjoratif, qui sont, elles, encore confinées. À eux, à tous, je dis courage. Parfait, merci Étienne, c'était une chronique en forme un peu de coup de gueule, on va dire. Coup de gueule, non, coup de cœur aussi quand même. Oui, coup de gueule, oui, c'est ce que j'entends aussi, coup de gueule, voilà. Un petit peu coup de gueule contre les gens qui ont critiqué du coup un petit peu la fédération Oui, quand même. exactement. Et du coup, il fallait ajouter, Étienne, qu'il y a Godis aussi ce week-end, important, meilleur meeting du monde sur les épreuves combinées. Donc, il y a un gros plateau. Chez les garçons, il y a le dernier podium de Doha, Warner, Ulio et Cole. Du coup, Cole qui revient de sa blessure au coude. Donc, on va voir où il en est, où sont les concurrents de Kevin. Et chez les filles, il y a aussi un très, très beau plateau avec pas mal de meilleures mondiales. Donc voilà, donc ça va être intéressant à suivre. Et trois garçons chez les Français, Axel Hubert, Basile Rollenin et Baptiste Thierry. Baptiste Thierry, ok. Et je complète aussi, j'en profite, un peu US, parce qu'il n'y a pas Nelson, il n'y a pas le monsieur US ce soir. Mais aux États-Unis, ça court aussi. Donc Portland ce week-end. Je parlais tout à l'heure du demi-fond, il y aura aussi la rentrée de Galen-Rupp sur 10 000. Et il y a aussi les NCAA Est-Ouest là, de qualification. Donc ça a démarré hier, c'était les séries des garçons. Ce soir, c'est les filles. Et puis il y a aussi les 2 prochaines nuits, samedi et dimanche. Et là, c'est la densité américaine par excellence, quoi. S'il y a un week-end où on peut voir ça, c'est ce week-end. Et voilà, ça court, c'est incroyable le nombre de séries qui se courent vraiment vite. Ça montre combien les États-Unis, c'est vraiment un pays puissant en athlète, quoi. En tout cas, désolé Diane d'avoir oublié Codzis quand même, qui est la mec des épreuves combinées en ayant une athlète quand même dans l'émission. J'avoue que c'était pas très bien. C'est pardonné. Mais en tout cas. Donc on passe à notre sujet focus, c'est la championnat d'Europe par équipe. On était quand même là pour parler de ça au départ. Et c'était pour ça d'ailleurs qu'on recevait Laura, qu'on est très content de recevoir. Comme elle l'a dit, et je l'avais aussi dit au début de l'émission, malheureusement elle ne pourra pas participer ce week-end. Parce que son corps lui a demandé de se reposer un petit peu. C'est pas grand chose, Laura, rassure-nous quand même. Non, c'est pas grand chose du tout. J'ai ressenti un peu pendant la course que ça tendait un peu mes ischios, mais il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de. Enfin, j'ai fait des échos, j'ai vu un peu avec tout le staff.
j'ai un petit truc à l'ischio, ça a un peu tendu, ça a un peu tendu, ça a un peu tendu d'un coup, mais je peux reprendre les haies mardi prochain, donc ouais, c'est ça, c'est 8 jours sans sprint, sans haies. Mais normalement, je ferai quand même une compétition fin de semaine prochaine, donc c'est pas si grave que ça. Ok, parfait alors. Mais bon, en tout cas, elle peut pas être ce week-end au championnat d'Europe, donc en Pologne, mais ça lui permet en contrepartie d'être là ce soir avec nous en direct, parce que sinon elle aurait pas trop pu, puisqu'il prenait l'avion aujourd'hui. Bizarre des ischios. Et d'ailleurs, je reviens qu'apparemment, du coup, il y avait vraiment, on nous a dit que c'était vraiment Christophe Lemaitre qui était dans le chat, donc Christophe, c'était encore là. On te salue, on espère que tu pourras te qualifier pour les Jeux Olympiques, on n'en doute pas. C'est comme Dimitri Vascou, c'est des grands athlètes, ils ne meurent jamais, on parle aussi de Benjamin Compaoré, voilà. Ils savent toujours revenir au bon moment. Et féliciter Laura d'ailleurs, hein, Christophe, enfin, si c'était vraiment Christophe, parce que ça va être un peu... Non, si, ils l'ont dit que c'était vraiment lui, apparemment, il a sa chaîne où il avait déjà stream et tout. Oui, pardon. C'était ça son premier message, c'était un message à Laura, du coup, par rapport à son chrono au début de saison. Oui, et ben justement, je viens de me rendre compte que Laura nous a pris de court, qu'elle arrivait comme ça, et du coup, je l'ai même pas vraiment présentée pour tout le monde. Et donc, on va la présenter maintenant quand on va parler de ça. Donc, Laura, pour ceux qui ne la connaissent pas trop, en tout cas, elle est championne olympique de la jeunesse. Donc, et ensuite, elle a confirmé chez les grands. En étant championne de France élite du 100 mètres et elle a un record à plusieurs fois d'ailleurs, elle a un record à 12 mètres, désolé, à 12 secondes 87 sur les haies, et d'ailleurs un record qu'elle a égalé dès sa rentrée cette année à Angers, et donc c'est un chrono qui la place à 3 centièmes des minima olympiques qui sont à 12,84. Laura, je pense pas que ce soit un secret, mais du coup c'est ton objectif de cet été, les minima et Tokyo? Ouais, bah ça l'a toujours été, hein, depuis ma sélection à Doha. L'année d'après, j'avais fait Berlin, donc j'avais fait les Europes, les mondes. Il me manquait un peu, entre guillemets, pour que les Jeux Olympiques, même si c'était un peu le plus dur à atteindre, mais ouais, ce serait cool de participer dès cet été à Tokyo pour prendre de l'expérience, pour voir vraiment ce que c'est et pour pouvoir prétendre à mieux à Paris 2024. Et je sais plus ce que je veux dire. Oui, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, je sais pas, mais on en parlait justement la semaine dernière, tu étais un peu la figure révélatrice de ça, mais que les haies féminines ont parfois été dans l'ombre des masculines, qui en tout cas elles ont toujours été très performantes, mais que là c'est intéressant en ce moment puisqu'on a plusieurs jeunes dont tu fais partie. Voilà, il y a aussi Laetitia Bapté, Sacha El Sandrini, Sirena, Samba Mayena, qui vraiment pointent le bout de leur nez et qui ont toutes des chances de se qualifier cet été pour les JO, donc on a hâte de voir ça. Il y a de la concurrence, il y a de l'émulation, donc ça risque d'être intéressant à suivre, et je pense qu'on aura des beaux championnats de France à mon avis. Donc on parlait des championnats d'Europe par équipe. Championnat d'Europe par équipe, ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un espèce d'interclub par nation. Il y a 4 divisions. On va surtout se concentrer sur la première division, celle où il y a la France. Il y a 8 équipes, normalement, en temps normal, il y a 8 équipes. Donc cette année, c'est l'Italie, la Pologne, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Ukraine et le Portugal. Malheureusement, on a appris que les Ukrainiens ne pourraient pas venir, qu'ils ne feront pas le déplacement puisqu'ils avaient plusieurs cas de Covid dans leur équipe. Donc on sera 7 équipes et ils seront automatiquement relégués. La seule fois où j'ai vu courir Etienne Seck, où j'ai vu, il doit s'en souvenir, c'était le Ménel, un de ses premiers steeples. Je sais pas qui est le Bignot, mais il n'y a pas grand monde qui a dû me voir courir des steeples, effectivement. La dernière fois que j'ai couru un steeple, je me suis cassé la jambe, donc j'en ai pas couru 50 000. Bref, donc l'Ukraine ne sera pas là, et du coup, normalement, il y a 3 personnes qui descendent chaque année sur les 8, et du coup l'Ukraine descendra automatiquement, sera automatiquement reléguée. L'année dernière, c'était la Pologne qui l'avait emporté. Cette année, et c'était en Pologne d'ailleurs. Pas l'année dernière, il y a 2 ans, en 2019. Cette année, c'est encore en Pologne. Je sais pas, rapidement. La Pologne va encore l'emporter, vous pensez? Ou alors on peut s'attendre à une petite surprise? Pas grand monde est inspiré. Franchement, c'est difficile à dire, je pense. Enfin, quand on voit un peu quand on voit les choses, il y a du mystère parce qu'on a des équipes où, enfin, globalement, elles ont l'air de toutes plus ou moins avoir joué le jeu, enfin, toutes les 5-6 premières équipes. Parce que bon, le Portugal, sans leur manquer de respect techniquement sur le papier, normalement, il y a un gap quand même. Mais pour les 6 autres, les équipes sont compétitives. Maintenant, la petite surprise, c'est que on a des équipes avec des athlètes qui ne sont pas rentrés en compétition. Et on l'aura d'ailleurs en France, hein. On a le cas avec pas mal d'athlètes en France.
et d'autres équipes où on a déjà des athlètes qui sont beaucoup rentrés, enfin qui ont beaucoup couru, qui ont déjà plusieurs fois couru cette année. Donc du coup, c'est super compliqué de se projeter. Et on voit qu'en gros, ça risque de se jouer à pas grand-chose. C'est souvent le cas en Coupe d'Europe. Hein. On se souvient des podiums à un demi-point ou un point il y a quelques années. Donc ça peut vraiment être chaud. Et il faudra, comme d'habitude, être fort sur les relais. Parce qu'on sait que les relais, c'est toujours un peu compliqué. Et souvent, ça vient faire la différence. Quoi, parce qu'avant les relais, on ne sait pas qui va gagner. Oui, oui. Bah, l'an dernier, ça avait été extrêmement serré, justement, et ça risque. Quoi. Donc là, ce que j'ai affiché, donc c'est Vincent qui nous avait partagé ça. Je sais pas, Vincent, si c'est toi qui l'as fait ou pas, ce truc, ou si c'est quelque chose que tu as trouvé. Si, c'est moi qui ai juste fait ça. En fait, c'est simplement les points donc, hors relais, parce que le relais, on ne peut pas afficher de record au relais, Oui. ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas de sens. Mais basé sur les records personnels, donc c'est très limité, parce que forcément, il y a des athlètes qui ont fait leur record il y a 5 ans. Mais pour pouvoir suivre un peu, en donnant les points, donc en fait, le premier marque le plus de points et c'est dégressif. Et on additionne les points et puis on regarde un peu où on est par rapport aux autres nations, juste pour donner une idée, quoi, de voir si les autres nations jouent le jeu. Et donc vous voyez les écarts, il n'y a rien, quoi. Il y a 6 points entre l'Italie et la Grande-Bretagne sur le papier, donc c'est des équipes qui sont du même niveau, quoi, vraiment. Ouais. C'est bon pour l'Italie qu'il soit premier, parce que normalement, c'est pas une grosse nation quand même d'athlétisme, même si c'est en première division. C'est quand même bon signe pour eux de les voir sur le papier devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne notamment. Je réponds juste au chat parce que je vois en même temps, Christophe, évidemment que tu es invité quand tu veux venir. Je vois qu'il dit si jamais je suis invité dans l'émission, je viendrai avec plaisir. Évidemment, Christophe, dès que tu veux venir, tu es invité. Bien sûr, on sera vraiment très très heureux de t'accueillir. On se contactera si tu veux après l'émission, mais bien sûr, ça sera avec grand plaisir si on pouvait t'avoir. Pour revenir dessus, ouais, l'Italie, justement. L'Italie, moi, j'ai noté quelques trucs dessus. Avant 2019, donc cette compétition existe depuis 2009 sous ce format-là. L'Italie n'a jamais fait mieux que 6ème. Elle faisait 6ème, 7ème, 6ème, 7ème, 6ème, 7ème. En 2019, elle fait 4ème. Et cette année, selon les pronostics, elle jouerait la gagne. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, que je voulais noter, justement. On voit l'athlétisme italien, on voit on voit pas mal de sportifs italiens, d'athlètes en tout cas, qui commencent vraiment à émerger. Je sais pas du tout, il faudrait qu'on fasse plus de recherches dessus s'il y en a certains d'entre vous qui ont des explications. Mais l'athlétisme italien est en train de revenir très très fort. Personne n'a une explication. Ouais, sur ces Europes, là, il y a quand même pas mal d'athlètes, enfin, il y a des vrais leaders, quoi. Il y a Marcel Jacob dont on a beaucoup parlé, mais forcément, on est obligé d'en parler. Là, il est très bien. Il y a le coureur de 4, David Herré. On a Kripa, qui est très bon. Il y a Tamberi, qui est juste, qui est en même temps un leader charismatique, mais aussi qui porte vraiment son pays, parce que c'est un des leaders mondiaux de sa discipline. Donc, il y a quand même pas mal de vrais leaders, de vrais potentiels victoires ou deuxième place sur cette Coupe d'Europe pour les Italiens. Alors, il y a aussi une Laura qui a une concurrente, je crois, sur le 100, une Italienne qui réussit plutôt pas trop mal en ce moment. Qui d'ailleurs a couru contre toi le week-end dernier, non? Elle y était à la Diamond League. Ouais, elle a fait sa rentrée en 12,84. Ok. Donc elle a fait rentrée minima. Ouais. Et après, elle a recouru derrière, elle avait fait 13,10. Là, après, elle a recouru, bon, on était un peu toutes dans le même tas, je crois qu'elle fait 4ème. Ouais. Et ouais, ça fait 2 ans qu'elle est pas mal, c'est une 95. Et elle progresse bien, ouais. Donc, ouais, les Italiens, ils montent un peu en puissance. Ils montent complètement en puissance. Oui. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose d'autre par rapport à ça? Par rapport à l'Italie? Non, j'entends des sons, mais on a quelques problèmes techniques. Bon, c'est direct, c'est comme ça. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous, en tant que fan d'athlète, vous êtes hype par cette compétition? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de regarder? Est-ce que, voilà, mais même dans le chat, dites-nous, est-ce que cette compétition-là, vous avez hâte, vous voulez regarder, ou alors est-ce que un petit peu vous en foutez? J'aimerais bien avoir votre avis à chacun là-dessus. Étienne, si tu veux commencer, vas-y. C'est toujours intéressant de voir des compétitions où les athlètes défendent le maillot national. Après, bientôt dans la saison, beaucoup ont déjà fait leur rentrée. Ça peut donner une bonne performance internationale à certains athlètes. Je pense à Lena qui va avoir sa première cap en A. Et qui était très contente d'ailleurs d'être sélectionnée. Et qui est très contente. Je sais que les athlètes, il y en a qui sont assez partagés, mais moi aussi je suis assez partagé. C'est vrai que peut-être il aurait fallu qu'elle soit un peu plus tard dans la saison. En plus, ça va être en Pologne. En Pologne, c'est pareil, un 30 mai, c'est un peu aléatoire au niveau météo.
C'est des déplacements, c'est des tests hors, c'est aussi des tests PCR à passer, c'est des contraintes. Je suis mitigé, ça c'est bien pour certains, ça peut aussi plomber des saisons d'autres. Ok, et Vincent? Et après, on verra avec les athlètes après. Ouais, bah, est-ce qu'elle me hype? En fait, je sais pas. Je suis pas un grand fan de cette compète. Je sais pas trop pourquoi, Ok. mais il y a quelque chose de différent forcément, et les filles en parleront mieux, enfin, forcément mieux sur cet aspect représenter un pays à travers un vrai sport collectif. Enfin, en tout cas, ça devient vraiment ce week-end-là un sport collectif. Et ça, c'est super chouette de voir bah, l'indécision et que ça soit de la victoire ou la défaite, en tout cas des émotions collectives. Mais ouais, le timing de la compète est forcément compliqué, et puis surtout, c'est l'année des Jeux, quoi. Donc forcément, c'est la difficulté, c'est de savoir bah, si je cours là, ou est-ce que je ne peux pas courir, ou est-ce que. Enfin, il y a des disciplines où ça a plus ou moins d'enjeux, et on sait que, bah, en fonction de la météo, par exemple, c'est pas forcément la meilleure occasion pour faire une grosse sortie d'un point de vue performance, pour viser des minima ou autre chose, quoi. Notamment dans les épreuves de demi-fond, c'est moins vrai pour le sprint, mais pour le demi-fond, c'est plus compliqué, quoi. Parce que c'est souvent tactique, on l'a dit, c'est un format interclub, donc ce qui compte, c'est pas le temps, c'est la place. Et à partir de là, ça invite plutôt à des scénarios tactiques, quoi. Mais ouais, je suis pas. Bon, je la regarderai, et c'est une vraie compète d'athlètes sympa à suivre, mais le timing est, je trouve le timing compliqué. D'accord. D'ailleurs, tu la Pour regarderas, compléter ce que dit Vincent, Vas-y, Étienne. ouais, pour compléter ce que dit Vincent, il faut aussi savoir que si les règles n'ont pas changé, à la hauteur et à la perche, on a le droit qu'à 4 échecs au total. Ouais. Donc, pour planter une grosse perche dans ces conditions, c'est quand même, ça rend la chose beaucoup plus difficile. Ça rend la chose plus difficile, mais en attendant, bon, Renaud Lavillenie avait passé la première fois de sa carrière 6 mètres dans cette compétition-là en 2009 au Mais Portugal. il s'est beaucoup raté aussi, là. Oui. Diane, toi, en tant qu'athlète, justement, tu penses quoi de ces compétitions? Alors toi, c'est difficile parce que tu es athlète, donc tu n'es pas forcément amené à participer à cette compétition-là. Mais, euh, mais justement, est-ce que c'est quand même différent, non, de ces compétitions par nation où tu représentes la France? C'est quand même pas pareil qu'un meeting, je pense. Ouais, bah nous déjà avant, là ça a été supprimé, enfin moi je trouve ça hyper dommage. Et on avait la Coupe d'Europe d'épreuves combinées par équipe, donc c'était je crois que c'était quatre femmes et 4 hommes par pays, donc c'était le même principe, on était 8 équipes. Et c'est vrai que ça faisait un vrai confort dans la saison, enfin c'était enfin de toute façon c'est toujours une fierté d'aller en équipe de France et de représenter son pays. Il y a toujours un petit surplus d'âme. Et c'est vrai que bah, souvent, il y avait les grands championnats et cette Coupe d'Europe, donc à peu près l'équivalent. Et du coup, bah, c'était bien parce qu'en plus, ça donnait 2 objectifs dans la saison. Soit il y avait le grand championnat, ou soit il y avait la Coupe d'Europe. Enfin, c'était possible de faire les deux. Mais au moins, ça donnait plus de relief à la saison. Et ouais, puis c'est toujours mieux, moi je trouve, de faire une sélection nationale plutôt qu'un meeting. Enfin, un meeting c'est bien, mais une sélection nationale c'est quand même une fierté toujours. Toi, Laura, justement, tu peux pas participer. Est-ce que c'était un petit peu un crève-cœur de pas pouvoir y aller ou justement, ça reste comme un meeting quoi. Dis-moi un petit peu ton sentiment là-dessus, justement. Non, non, moi, c'est la première chose qui m'a pas un peu inquiétée, mais où je me suis dit, purée, si je peux pas courir à la Coupe d'Europe, quand même, un peu chiant. Hmm. Et pour revenir un peu sur le fait de pas pouvoir sortir de grosses perfs, après, je pense que ça dépend aussi des années, tout ça, mais maintenant, il y a de plus en plus des histoires de ranking. Et je sais qu'il faut bien mieux faire une Coupe d'Europe et aller prendre des points là-bas, même si les conditions sont pas forcément top, ça fait quand même pas mal de points en plus, donc il y a quand même il y a quand même plus de positifs, moi je trouve, que d'aller faire la Coupe d'Europe. Ça enlève aussi un peu une pression de que en indice, que le sponsor qui te regarde, que un peu tout ça. Là, c'est vraiment tu cours pour l'équipe de France pour amener des points à ton pays, et c'est un côté, enfin moi c'est un côté que je prends plus que le positif, et je vois pas trop le négatif en tant qu'athlète de ça. Et ouais, comme je dis, encore plus cette saison, il y a vraiment des compétitions pour faire des bons chronos. Il y a d'autres compétitions où il faut privilégier tout ce qui est confrontation avec les autres personnes. Et cette compétition-là, justement, je trouve que c'est bien pour se replacer à peu près et de voir où on en est par rapport aux autres concurrents européens. Donc moi, je trouve que c'est plutôt positif pour les athlètes de pouvoir faire cette compétition. Et placer maintenant, justement, je trouve que c'est pas mal. Ça fait un peu, ça te montre un peu où tu en es par rapport aux autres pays. Et c'est pas inintéressant à un mois des championnats de France élite. Ça permet aussi de récupérer au cas où. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Ok.
Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça et je vous demande ça. C'est parce que moi, c'est une compétition que j'adore. Honnêtement, c'est vraiment une compétition que j'adore. Pour moi, en tant qu'athlète, ma compétition préférée de l'année, c'était les interclubs. Et c'est vraiment les interclubs par nation. J'ai encore les images, par exemple, de Lille, où avec à la fin, quand les Français font podium, et à la fin, ils envoient tout le monde dans la rivière de Steeple. Des choses comme ça, c'est vraiment des images qu'on retrouve que sur ces compétitions-là, qui permet vraiment d'avoir un aspect d'équipe. Ensuite, on parlait tout à l'heure de la fameuse règle du troisième essai, du sixième essai en or pour redynamiser l'athlète. Moi, je pense, et c'est quelque chose que je défends, qu'il y a beaucoup à creuser dans cette compétition-là pour redynamiser l'athlète. Ce genre de compétition. Puisque, je vais vous prendre l'exemple du grand public. Pour le grand public, l'athlétisme est un sport difficile à suivre, notamment en meeting, car si tu connais pas les performances, c'est inintéressant. C'est-à-dire que Laura, quand on va te regarder courir, toi tu peux finir 6ème de la course, si tu fais 12,80, tu seras très contente. Tu vois. Mais je pense que tu as déjà eu le cas de ta grand-mère qui, elle, tout ce qui comptait, c'était que tu termines première. Elle s'en foutait complètement que tu fasses 12,80 ou 13,50. Et du coup, je trouve qu'il y a une grosse partie du public qui est dans ce cas-là. Je sais notamment que mes parents, c'est le cas. Mes parents adorent regarder cette compétition-là et ils n'aiment pas du tout regarder des meetings puisqu'ils ne comprennent rien. Ils savent pas une performance que ça vaut et du coup, ça les intéresse pas forcément. Donc forcément, les meetings, je trouve, sont réservés à une part de la population qui va être plus petite et qui va forcément devoir connaître. Et je trouve que ces compétitions-là par nation sont pas assez mises en avant et il y en a pas assez dans le calendrier. En tout cas, les meetings. Laura, mais ça marche aussi pour toi, Diane, aujourd'hui. Ce que je voulais te demander, c'est aujourd'hui, en tant qu'athlète, parce que je sais que c'est compliqué, c'est quoi qui te fait. Aujourd'hui, tu es athlète professionnel, Laura? Ouais. Ok, et aujourd'hui, tu me dis pas tes revenus, hein. C'est pas ça que je demande, mais c'est quoi qui te fait vivre? Est-ce que c'est ton sponsor? Est-ce que c'est ce que tu gagnes en meeting? Est-ce que c'est, je sais pas, ton club qui t'accompagne? Ou c'est comment un peu que c'est réparti tes gains? Bah, moi, j'ai de la chance d'être avec Puma depuis un Hmm. bon bout de temps maintenant. Donc, mon principal revenu, c'est ça, Ok. c'est Puma. Et après, ce que je fais en compétition, ça va avec parce que souvent, c'est. Enfin, Puma, tu as aussi des primes en fonction des compétitions que tu fais et tout ça. Donc, ça va un petit peu avec. Et j'ai la chance depuis cette année de faire partie de mon club et d'avoir un salaire avec eux. Donc, même si c'est pas grand chose, ça me fait quand même. Enfin, pas grand chose, je mets des gros guillemets, hein. Mais ça me permet quand même d'avoir une fiche de paye et de cotiser pour ma retraite parce que ça, quand tu es sportif, à part si tu es licencié de la fédération, mais ça, normalement, faut être finaliste au championnat du monde ou au championnat d'Europe. Donc, c'est pas évident quand on est un peu entre les deux, entre la tranche jeune et les seniors, c'est pas évident d'être là-dedans. Donc voilà, moi j'ai de la chance d'avoir mon club qui m'accompagne et Puma, ouais. Ouais, c'est eux deux mes deux sources de revenus. Ouais, et ben après voilà, du coup c'est pour ça que je comprends que forcément on a besoin de meeting puisque comme tu dis ton revenu principal c'est ton sponsor et c'est là qu'on met en avant les sponsors. Euh, mais je pense qu'il y aurait beaucoup, on pourra sûrement faire une émission un petit peu plus débat sur la Demon League, mais je pense qu'il y aura, ou sur tous les meetings, mais il y aurait beaucoup, et je sais pas justement si Lena et Diane seraient d'accord avec moi là-dessus, mais en tout cas à mettre plus en avant ce côté pays, ce côté nation et patriote, puisque c'est difficile déjà en meeting, si on s'y connaît pas très bien, de savoir qui est qui. Franchement, moi, mon père me fait toujours la réflexion ils sont tous habillés pareil. Et bon, voilà, je peux l'entendre, hein, il y a 10 athlètes Nike, 8 Adidas et un Puma qui traînent dans le coin. Mais c'est vrai que c'est déjà difficile de faire la distinction entre les athlètes, entre les nations. Donc si on regarde, nous on est pour les Français, la plupart des gens ils vont juste supporter les Français, ils vont même pas savoir lequel est le Français. Et du coup c'est pour ça. Je sais que ça risque d'être c'est difficile à mettre en place, mais en tout cas moi je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour l'athlétisme, de mettre en avant ça. On voit notamment l'exemple du biathlon. Le biathlon, chaque semaine les compétitions sont par nation. Voilà, il n'y a pas de club ou quoi que ce soit. Ils ont quand même leurs sponsors. Ça n'empêche pas d'avoir les sponsors. C'est-à-dire on pourrait avoir un maillot en meeting qui soit maillot France pour les athlètes français avec quand même un énorme Nike dessus ou je sais rien. Je pense qu'il y a des solutions à mettre en place. Mais le biathlon, tous les week-ends, il représente la France. Et du coup, on voit que ça fait des cartons d'audience. Et ça intéresse beaucoup de monde. Même quand on ne connaît rien, on se met devant, on regarde. Le français, il finit les 3 premiers, on est content. Voilà. Je vois Vincent qui fait non de la tête. Vas-y, Vincent, je t'écoute. Non, si, je suis un peu d'accord. Après, bon, là, c'est en train de bouger. Ça, c'est pareil. Vous en discutiez un peu la semaine dernière. Mais le biathlon, on le voit à la télé.
L'athlé, jusqu'à il y a peu, on le voyait pas à la télé, ou on le voyait en différé. On le voyait pas non plus à la télé, le biathlon. Le biathlon, avant, on le voyait Hein pas à la télé, mais c'est parce que Ouais, c'est un tu produit fais très une- visuel, et l'équipe ont acheté les droits, et ça marche très bien, et voilà. Mais si l'athlé était beaucoup plus visuel et ouvert au grand public, je pense que des chaînes seraient plus intéressées pour le passer. C'est parce que c'est Ouais, mais du coup, difficile. sur cet aspect, je te rejoins sur l'aspect que quelqu'un qui n'est pas fan d'athlé, mais qui apprécie l'athlé, de regarder la télé, de regarder au jeu un grand championnat, s'il tombe sur un meeting et qu'il ne sait pas où est la française, parce qu'il ne sait pas que c'est celle qui est en Puma au départ du 100 mètres, ça peut être plus difficile d'avoir envie de supporter quelqu'un, parce qu'en fait, c'est ça. Quand tu regardes le sport, si t'es pour personne devant un match de foot, c'est pas terrible. Et à l'athlé, c'est un peu pareil, quoi. Enfin, c'est moins bien, forcément. Tu ressens moins d'émotions et c'est dommage. Maintenant, à voir comment ça évolue, parce qu'on l'a dit, ça va bouger sur les. Enfin, ça bouge, c'est pas ça va bouger, ça bouge sur la télé, les potentiels meetings qu'on pourrait peut-être avoir à la télé. Mais ouais, je sais pas. Je suis un peu sceptique pour cette idée de faire couvrir les Français en bleu, blanc, rouge, à voir. Mais à réfléchir, c'est intéressant en tout cas. Ouais, non, je sais pas, c'est parce que je me dis on réfléchit en ce moment à comment redynamiser l'athlé, amener plus de monde. Moi, je comprends pas qu'on pense pas à les championnats du monde, et on parle pas forcément de Jeux Olympiques, hein, même un championnat du monde, un championnat d'Europe, quand ça passait à la télé, sur France Télé ou quoi, ça fait des très très bonnes audiences. Et un meeting, ça fait pas d'audience, et je pense qu'il y a forcément. Il y a forcément des explications à tirer là-dedans, et on connaît tous des gens qui regardent ça parce qu'ils sont pour les Français, mais qui regardent pas les meetings parce qu'ils comprennent pas. Après c'est difficile parce que c'est les sponsors qui font vivre les athlètes, donc c'était l'autre point, et du coup ça devient forcément plus compliqué. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose à creuser là-dedans. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose là-dessus ou pas. Diane, peut-être si tu as quelque chose à dire. Si j'ai quelque chose à dire, oui, un petit peu, quand même. Je trouve que, ouais, je pense qu'il y a ce manque de visibilité et cette problématique que quand les gens ouvrent la télé, et en fait, ils se disent, en fait, je sais même pas qui mettre en avant. Et donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser là-dedans. Après, comment, j'ai pas encore d'idée de forme très définie. Désolé, ça a grésillé sur ta dernière phrase, t'as dit quoi? Que j'avais pas d'idée de format idéal, j'en ai pas trouvé, quoi. Oui, non, mais forcément, et puis même si on l'avait trouvé, personne ne nous écouterait. Mais puisqu'en plus, World Athletic a trouvé une recette miracle avec le 6e essai en or, donc ils n'ont pas besoin de nous pour leur donner des idées. Mais bon, je sais pas. Laura, t'as quelque chose à rajouter là-dessus ou pas du tout? Je pense que plus dans l'autre sens, dans ce cas-là, nous, je sais que avec Puma, par exemple, quand on représente notre club au championnat de France, ils ont mis un logo Puma dessus. Enfin, on a un logo Puma sur notre. Donc, ou faire dans l'autre sens, mettre carrément un maillot. Il y en a qui le font en plus maintenant sur les chaussures. Mettre un maillot Puma comme ils veulent et rajouter un drapeau français ou un truc comme ça. Il y en a pas mal qui le font sur les chaussures maintenant, qui personnalisent leurs chaussures avec des maillots, avec le drapeau français ou un autre pays. Mais bon, c'est vrai que c'est pas juste avec un petit drapeau sur les chaussures qu'on va se dire « Ah, c'est un Français, je suis pour lui ». Donc, ouais, faudrait trouver. Mais même les meetings français qui sont diffusés, on ne voit pas forcément qui est français, qui n'a un et c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est sûr que c'est possible à faire, parce qu'en plus, on l'a vu dernièrement arriver, les athlètes qui ont par les groupes d'entraînement aussi. Vous voyez, Nike, ils avaient le groupe d'entraînement, je crois que c'était le groupe d'entraînement de Salazar aux États-Unis, qui avait une couleur particulière, qui était en orange. Je sais pas si c'était celui de Salazar, mais voilà. Voilà, ils avaient des choses comme ça. Donc c'est bien que ça ne les dérange pas de faire des couleurs un petit peu particulières pour certains athlètes. Donc je pense que c'est possible de faire un truc bleu-blanc-rouge pour les Français et ainsi de suite. Mais bon, après, ça sera pas non plus la solution miracle, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des trucs à creuser de ce côté-là. Et voilà, moi, c'était juste un petit coup de cœur pour ces championnats d'Europe d'athlétisme par équipe qui ne sont pas assez mis en avant, je pense, et pourtant qui sont un beau produit. C'est l'interclub, c'est par nation, c'est un petit peu la base de l'athlétisme. Et pour moi, c'est vraiment une très belle compétition. Et je pense qu'en tant qu'athlète, Laura, tu y étais l'année dernière? Il y a 2 ans? Non, moi j'ai fait celui d'il y a 2 ans. L'année dernière, j'étais. Oui, non, mais l'année dernière, il n'y avait pas. Mais 2019? Non, il y a 2 ans. Avant Doha, j'ai pas fait parce que j'avais fait. Ok, donc tu as fait 2017 à Lille. Ouais, j'ai fait Lille, moi. Voilà, et je pense que c'est des super souvenirs en tant qu'athlète. Bon, Lille, c'était vrai. Et puis en plus, on était à domicile, donc les gens étaient tous pour nous. C'était vraiment ouf, quoi. Et puis moi, c'était avant la sélection de Berlin.
Du coup, je connaissais un peu l'équipe de France parce que j'avais fait le décanation, mais moi, j'étais un peu la petite jeune qui arrivait. Et vraiment, tu vois que les autres, ils étaient pas stressés comme un championnat, donc ils m'ont vraiment tous accueilli. Comme tu as dit tout à l'heure, on a tous fini dans l'eau, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'échanges et ça avait vraiment été. Je m'étais dit, ah, mais c'est cool en fait d'aller en équipe de France. Après, je me suis rendu compte que c'était moins drôle sur un championnat, Ouais. mais c'était vraiment cool. Comme première expérience, c'était vraiment hyper cool. Il y a aussi le décanation, oui, dans le style, t'en parlais, Ouais. qui est un peu dans la même idée et qui est sympa. Diane a disparu, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle va revenir. Je voulais te poser une question, Laura. Est-ce que une compétition comme les Europes par équipe, ça aide un ou une athlète à progresser aussi dans sa carrière? Cette expérience. Ouais, je pense. Moi, la En termes première fois que j'ai d'expérience, fait mon 13,05, c'était avant, à l'époque, pour moi, puis il n'y avait pas beaucoup de Français à cette période-là. J'avais fait 13,05 là-bas et je sais que ça avait vraiment été un bon tremplin pour le reste, quoi. Je m'étais dit, mais en fait, je suis là, je suis avec les meilleures européennes, je suis capable de les tenir un peu. Enfin, cool, quoi. Genre, ça m'avait vraiment boosté. Et après, vu que j'avais été sélectionnée, parce que clairement, il n'y avait pas d'autres Françaises à cette période-là, bah, je m'étais dit, maintenant, j'ai envie d'être sélectionnée parce que moi, j'aurais fait les minima et parce que je mérite ma place. Et je pense que ça aide bien à se dire, bon, bah, l'équipe de France, c'est ça. Là, j'ai eu l'opportunité d'y être parce que, bah, entre guillemets, il n'y avait personne d'autre. Et maintenant, il faut que je me débrouille pour y aller toute seule et, entre guillemets, pas mériter ma place parce qu'évidemment, tous les gens qui sont là-bas méritent leur place, mais vraiment faire les minima et intégrer sur un championnat individuel. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Non, mais je pense que tu as raison, Étienne, là-dessus. Je pense qu'il faudra en parler avec Léna Conditionnon quand elle reviendra la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ouais. Mais tu vois, c'est sa première sélection en A. Je pense que aussi, tu vois, ça peut te permettre de connaître un petit peu les gens de l'équipe, faire une première expérience. Imaginons qu'elle se qualifie aux Jeux Olympiques. Et ben, elle n'arrive pas directement dans le grand bain. Elle a déjà une première expérience avec l'équipe de France A, quelques connaissances. Et voilà, je pense que c'est aussi intéressant dans cette Ouais, optique. d'avoir l'ensemble de fait. Ouais, c'est Comment? ça, parce que nous, j'ai donné mon avis, il vaut ce qu'il vaut, il est peut-être totalement bidon, mais le plus important, c'est encore la réponse qu'a pu me donner Laura et que pourra donner aussi Léna quand elle sera revenue. Parce que elle le vivent de l'intérieur, contrairement à nous. Mais, Ouais, et puis Ouais. la chance aussi qu'on a eu avec Léna, c'est qu'on a fait des sélections jeunes, donc c'est bien, ça fait aussi quelques étapes Mm. d'arriver directement en sélection A. Je pense même que si c'est une Coupe d'Europe, ça peut mettre aussi pas mal de pression. Léna, je pense qu'elle a déjà le maillot de l'équipe de France. Elle sait quand même à quoi s'attendre, ça va être un niveau au-dessus, mais je pense que vu qu'elle sait à quoi s'attendre, ça ira bien pour elle. Mais est-ce que toi, du côté des athlètes, c'est quelque chose que tu encouragerais justement d'avoir plus de compétitions par nation ou pas? C'est quelque chose que tu aimerais de pouvoir représenter plus souvent la France et avoir plus de compétitions par nation? Bah, c'est clair que c'est hyper cool, même pour toi, comme a dit Diane tout à l'heure, quand tu as le maillot de l'équipe de France, ça reste toujours une fierté et c'est cool de savoir que sur ces compétitions-là, tu cours toi forcément pour ton chrono, mais surtout pour l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est sympa. Après, ce qui est cool aussi dans le décanation, c'est que c'est vraiment, enfin nous, on prend, enfin après, moi j'ai fait 2 décanations et vu que c'est à la fin des saisons et tout ça, c'est vraiment plus une fête où c'est cool de retrouver tout le monde et tout ça. Mais ce genre de compétition, ouais, c'est cool. Et ouais, je pense que pour une première expérience, même pour prendre de l'expérience et voir aller courir contre les Européennes, d'autres filles, enfin même pas que les Européennes, je pense que c'est vraiment cool et ce serait bien qu'il y en ait plus. Après, comme on dit, enfin je sais pas, hein, mais s'il y en a trop aussi, ça peut un peu dévaloriser le truc, je sais pas forcément, mais ouais, ce serait cool. Nous, plus il y a de sélection, plus on est heureux. Ça, je suis vraiment désolé pour les gens qui essaient de suivre l'émission, ça refrise. Je pense qu'on avait quand même le son, c'est le plus important, mais bon. Oui, normalement, il y a le j'espère qu'il y a le son. Ouais, il y avait le son, mais bon. Ouais. Après, voilà, après comme on disait tout à l'heure, et je sais plus si c'était Vincent ou Etienne, toi tu fais des haies. C'est vrai que c'est peut-être différent un petit peu pour les mi-fondeurs qui ont souvent des courses qui vont être tactiques. Mais après, c'est intéressant aussi de faire des courses tactiques. On sait qu'en championnat, ça sera aussi des courses tactiques. Donc ça reste intéressant de ne pas courir toute la saison des meetings derrière un lièvre et d'arriver au championnat et de te prendre une course, une course comme ça. Je pense que À la scène trop vite. Comment? Une course à la scène trop vite, c'est au JO de Rio qui se gagne en 3,50 par exemple. Ouais, voilà. Non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Diane qui me dit qu'elle est bloquée en salle d'attente, mais il n'y a pas de salle d'attente, alors je sais pas. Si Diane arrive
rejoindre en tant que je suis bloqué. Tu ne peux pas rejoindre Diane. Ouais, bon, on va essayer de retrouver Diane. Juste qu'on fasse un petit prono rapide pour Sugen. Qui c'est que vous voyez gagner? Alors, on se mouille un petit peu. Qui c'est qu'on va gagner et quelle place pour la France? Étienne, vas-y, je t'écoute. Je vais miser sur le pragmatisme allemand. Et puis la France, 33 et 4, parce que c'est souvent sa place ces dernières années. Plutôt 3-4, j'espère. Là, c'est plus le cœur qui parle. Vincent? Moi, j'ai pas envie de me mouiller là. Pourquoi? Non, je sais pas. Franchement, c'est trop On difficile. te c'est trop demande de te difficile. mouiller. Je trouve ça L'Italie qui difficile, crée la surprise ou pas? De quoi? L'Italie qui crée la surprise ou pas? Mais en fait, c'est ce que je disais. Elles ont tellement l'air homogènes entre elles. Enfin, ouais, entre elles et ces équipes que ça va se jouer à très peu de choses. Je sais pas. Franchement, je peux pas. J'espère qu'il y aura un podium pour la France, parce qu'on est obligé d'espérer ça. Mais après, le reste, franchement, ça peut être. Pour moi, les 6 premières équipes, il n'y a pas de règle, quoi. Tout est possible, quoi. Ok. Laura, toi normalement qui aurais dû y être. Ouais. Bah, moi, je mets la Pologne en première. Je La pense Pologne. qu'ils ont. À domicile. Ouais, ouais. avec les relais et tout, je pense que la Pologne, je vais plus miser sur eux. Et la France, bah, comme les gars, hein, j'espère vraiment qu'il y aura podium. Après, je pense que ça va pas. Enfin, c'est une année difficile pour tout le monde. La France en premier, il y a pas mal de nouvelles têtes et c'est cool, hein, c'est hyper cool. Et j'espère que ça leur fera tous une bonne expérience. Mais ouais, je dirais. Je pense que oui, on peut accrocher un podium quand même. Ah, c'est bon Diane, normalement tu dois pouvoir rejoindre. J'ai enlevé quoi maintenant les nouveaux participants peuvent rejoindre, donc il ne doit plus y avoir de soucis. Hop, je suis désolé pour tous les problèmes techniques, mais Diane va pouvoir revenir avec nous. Ok, donc podium. Bon, on espère en tout cas, on espère. La France est sur 2 podiums de suite, donc on espère qu'on va partir. Ah, Diane qui est de retour, parfait. C'est bon, je suis de retour, désolé. Ça avait déconnecté, je sais pas pourquoi. Non, mais ouais, l'émission a été un petit peu compliquée. Je suis désolé, on a eu pas mal de problèmes techniques. Ça sera réglé pour les prochaines semaines. Merci quand même à ceux qui sont restés et qui sont toujours là. Bon, mais je vous propose, il est déjà 21h30, je vous propose qu'on passe au quiz. Au quiz de fin. Laura, si tu veux rester avec nous pour jouer, c'est avec plaisir. Tu veux te confronter à nos chroniqueurs ou pas? Bah, ça dépend, c'est un quiz. Un quiz spécial championnat d'Europe par équipe. Ah ouais? Bah, je reste, mais c'est juste comme ça. Ok. T'inquiète. Les autres, vous avez votre ardoise de prêt? T'inquiète, Laura, pas besoin d'ardoise. Un bout de papier, c'est pas mal. Comment? Un bout de papier, ouais. Bon, un bout de papier, ça ira. Allez, t'es excusé. Première question. On commence par des questions assez faciles, normalement. Et on va aller de plus en plus dur. L'année dernière, la France, on l'a dit, avait fini 3e. Et l'Italie avait fini 4e. C'était son meilleur résultat depuis le début de la compétition. Combien y avait-il de points d'écart entre les deux équipes? Ah, ça, t'as écrit pas, ça démarre fort. Comment? Tu m'as dit quoi, Étienne? Je dis mon stylo n'écrivait pas, ça démarre fort. Et au fait, les chroniqueurs, vous avez plus besoin de Twitch, vous pouvez fermer votre truc Twitch ou alors en tout cas cacher le chat, parce que sinon vous allez avoir les réponses. Ah oui, c'est vrai. Ou cacher le chat. Bon, Laura, toi tu sais? Non, franchement pas. Je crois que l'année dernière, j'avais coupé mon téléphone pendant une semaine, donc j'ai même pas suivi la compétition. Désolée, mais je sais pas du tout. Bon, les autres, retournez vos ardoises. J'ai vu que dans le chat, il y en avait pas mal qui avaient la bonne réponse. Ah non, j'y étais pas. Ouais. 1 point, 0,5, 1 pour Diane, 1 pour Vincent. Alors attendez, hop, on va se remettre là. C'est la team angoisse, en fait, il gagne. J'avais quand même préparé quelque chose, du coup, on va. Il faut avoir une ardoise pour marquer des points. Ah, c'est ça. J'ai même pas de bon crayon qui marche. Putain, il y en a qu'un qui marche. Hop, et je vais mettre le quiz. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est un problème récurrent chez moi, les stylos qui marchent pas. Donc il y en a peut-être, s'il y en a qui me connaissent, il y en a peut-être qui sont en train de rigoler là, actuellement. Mais... Donc on a dit Vincent 1, Diane. Non, je sais pas plus. Ça rend dingue, ça. Et Diane 1.
C'est parti, on enchaîne. On est prêt, désolé pour les problèmes. C'est parti. Deuxième question. Combien de records de la compétition, le record des championnats, sont détenus par des Français? Il fallait réviser les gars, vous savez que ça allait porter là-dessus. Ah, PJ nous l'aurait sorti. Hein. Regardez dans le chat directement, ils ont les réponses. Je suis désolé. Ils ont Google aussi. J'ai pas choisi les bons chroniqueurs, c'est tout. La semaine prochaine, je prendrai en chroniqueur Salamiki Tokyo 2021 et les Nurbigno. Et Carter, mais Carter c'est Nelson Carter, on sait qu'il a toutes les réponses lui. Laura, une idée ou pas? J'aurais dit 3-4. 3-4, c'était pas si loin. Non, pas du tout. C'était pas si loin. Les autres, retournez votre ardoise. 5, et bah ça reste Vincent et Diane. Vincent et Diane, vous avez pas triché? Non. Mais Instinct. je veux dire. Ok. Je me suis dit, bon, Non mais félicitations, c'était 5. 5, il y en a 4 pour les hommes. Donc, il s'agit donc de Christophe Lemaître. Je sais pas s'il est toujours là, mais qui était là. Christophe Lemaître en 9,95 sur le 100 mètres. Johan Kowa, 8,25 sur le steeple. Renaud Lavinini, 6,01 à la perche. C'était la première fois de sa carrière qu'il passait les 6 mètres, c'était en 2009. Et le 4x400 français en 3,0047. Et on en a un chez les femmes. Elina? Qui? Non. Ma prochaine question. Qui a le record féminin? La seule femme qui détient un record des championnats d'Europe par équipe. Depuis le nouveau format ou Depuis 2009. Ouais, les records sont depuis 2009. Laura, je pense que tu l'as, celui-ci. Ah ouais? Ah mince. Ah, tu l'as pas? Moi, j'aurais dit Christine. Christine? C'est Naron, non? Non, 2009, c'est trop vieux ça. Non, c'est depuis 2009. Allez-y, retournez les chroniqueurs. En tout cas, il y en a qui l'ont, hein. Il y en a qui l'ont dans le truc. 800 mètres, Mélina. Ah, c'est ni du 800, c'est ni Mélina. Et Étienne qui nous dit. Je ne peux même pas lire. Teresa Nzola au triple, je pense Non. à elle, moi. Non. Et c'est pour ça que je pensais que Laura l'avait. Puisque c'est Cindy Billot, la seule française qui détient un record des championnats. Sur le 100 mètres haies en 12,66. Laura, un objectif pour les prochaines années. Il va falloir s'entraîner. 12,66 le record des championnats d'Europe par équipe. Quel est le sportif, donc là toutes nations confondues, l'athlète, qui a remporté le plus de victoires, qui a remporté le plus de fois son épreuve dans ces championnats d'Europe par équipe? Français. Non, toutes nations confondues. Je peux vous le dire, il y a eu 8 éditions, il a gagné 6 fois en 8 éditions. Ah, j'ai peut-être une idée. Allez-y. D'abord, Laura, une idée ou pas? Tu tentes même pas quelque chose? Allez-y, retournez les chroniqueurs. En tout cas, il y en a qui l'ont encore dans le chat. Renaud, Fashdeck, Adam Schott. Ah, c'est pas trop ça l'orthographe, mais on comprend l'idée. Et c'est Vincent qui passe à 3 points. Et oui, c'est bien Renaud qui a remporté le plus de fois la compétition. Ah ouais. En 8 éditions, il a participé 7 fois. Il l'a remporté 6 fois et une fois 3ème. Donc il est quand même pas souvent passé à côté. Il a souvent été au rendez-vous. Malheureusement, il ne sera pas présent cette année. Il n'a pas encore commencé sa saison et du coup il ne sera pas là cette année. Mais voilà, c'est le grand bonhomme de ces championnats. Il y en a qui parlaient de Christophe, je ne sais pas combien il y en a Christophe. Il n'était pas deuxième en tout cas, c'était pas des Français derrière, j'ai pas vu de Français à la suite. On enchaîne. Pour la France, on revient sur la France. Quelle a été l'année la plus prolifique en termes de victoires? Et il n'y a que de 2009 à aujourd'hui, donc c'est assez évident. En plus, l'année est assez évidente. C'est évident. C'est évident. En vrai, si vous réfléchissez 2 secondes, franchement, l'année est évidente. Étienne, tu vas peut-être pas finir le quiz à 0 quand même. Il y en a quand même pas mal qui disent 2015, il y en a qui disent Lille en 2017. Vous dites quoi les chroniqueurs, retournez? 2017 Lille, 2018, 2010, et non, c'était 2014.
2014, à l'époque, il n'y avait pas un championnat tous les 2 ans comme maintenant. Et 2014, c'était, je dis c'était évident parce que ça a été une de nos meilleures années en termes d'athlétisme. On avait fait des très très gros championnats d'Europe à Zurich. Oui, c'est L'athlétisme vrai. français se portait très très bien. Et ouais, Zurich, très grosse année, effectivement. 2014. Et donc ça a été notre plus grosse année avec 8 victoires. Bon, après, à Lille, on en fait 7. Hein. On était quand même pas si loin. À Lille, on fait 7 victoires. Mais 8 victoires en 2014. Par contre, quelle était notre pire année? Je vous le dis, on avait 2 victoires. Notre pire année à 2 victoires. Allez-y, retournez vos ardeuses. Je vois qu'il y en a dans le chat. 2011, 2011, 2016. Eh non, malheureusement, personne n'a de points. C'était 2009. Laura n'y était pas. Non, Laura n'y était pas en 2009. Je vois quelqu'un qui dit Laura y était. Laura n'y était pas 2009. Ni en 2014 d'ailleurs. Mais 2009, on a fait seulement 2 victoires pour la première édition. Voilà, 2 victoires. Bon, Renault, du coup, avec 6m01, qui faisait la première de ces victoires. Et qui était la deuxième personne à l'avoir remporté en 2009. Ça, vous pouvez le savoir. On le répond? Ah, répondez. Le deuxième vainqueur 2009, on avait 2 vainqueurs, on avait Renault et Quincanat, c'était qui? Un garçon? Non, c'est pas un garçon. Ah. Je vois Mekissier déjà, allez, vous êtes, c'est pas un homme. Je vois Mayedine, je vois Teddy Tango, non, c'était une femme. La deuxième victoire elle était du côté des femmes. Allez Diane, il faut mettre quelque chose. Je l'ai même pas dit. Laura, t'as une idée ou pas? Bah, 2009, Mélina, non? Mélina, 2009, elle était déjà là, Mélina. Oh oui, elle était déjà. Mélina, elle a fait les Jeux Olympiques en 2000. Mais. Bah ouais, donc. Mais. J'aurais dit Mélina. Mais non, c'est pas Mélina. C'est une athlète qui a arrêté depuis. C'est la triple sauteuse Teresa Enzo. Je pensais à Étienne que je pensais que tu l'aurais. Ah, est-ce que tu l'as écrit? Oui. Ah oui, je vous ai pas demandé de retourner. Retournez les hommes, vous avez marqué quoi? Mélina et Diane, t'avais marqué quoi? Non. Et bah oui, Étienne qui marque son premier point, qui finira pas à 0, c'est Teresa Enzola Mezoba qui l'avait remporté cette année-là au triple saut. Donc c'est la recordman de France du triple saut. Elle est toujours recordman de France, ouais. 14,64, je crois, de mémoire. Quelque chose dans ces eaux-là. Allez, 2 petites dernières questions pour terminer. Cette année, les championnats d'Europe, comme vous le savez tous, ont lieu en Pologne, à Chorzów. Je ne sais pas comment on le prononce, mais on va dire à Chorzów. Et où est-ce qu'ils auront lieu dans 2 ans, en 2023? Le lieu a déjà été annoncé. Est-ce que vous le savez? Laura, peut-être qu'elle le sait, elle a peut-être déjà réservé son billet. Je peux vous dire, c'est en Europe, ça peut vous aider. Merci. Allez-y, retournez. Alors là, c'est du grand pif, hein. Rome, Italie. Oh là, mais oui, je demandais la ville, mais de toute façon, ce n'est pas l'Italie. Et oui, c'est bien Madrid. Vincent qui s'envole. Félicitations, Vincent. Laura, tu le savais pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Et on termine. Mais Vincent l'a déjà remporté. Hein. Bon, après, il est chaud, Vincent. Mais c'était pas une victoire écrasante comme PJ. Mais bon, la prochaine fois, on fera un Vincent vs PJ quand même pour voir un petit peu qui est le grand vainqueur de ces quiz. Quelle est l'équipe qui a le plus remporté les championnats d'Europe? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 8 éditions. Quelle est l'équipe qui l'a remporté le plus de fois? Ah, il y en a pas mal qui l'ont hein, dans le chat. Par contre, il y en avait pas mal qui avaient dit Rome, je sais pas pourquoi, et du coup, c'est Madrid. PJ 100%. Oui, bon, PJ en quiz, il est difficile à prendre, mais bon, on sait jamais, il faut laisser sa chance à Vincent. Allez-y, retournez les chroniqueurs. Laura, tu le sais ou pas? Bah, j'aurais dit la Pologne aussi. Eh non, et c'est Vincent qui remporte ce quiz. C'est encore la Russie. On le savait que Vincent gagnait, mais là, il a écrasé. C'est la Russie, et la Russie qui n'a pas participé depuis 2015, qui n'a pas participé sur les 2 dernières éditions, mais qui voilà, avait remporté 4 éditions sur les 6 premières. Donc la Russie qui détient toujours le record. La Pologne, je pense qu'ils ont remporté que la dernière édition, malheureusement. Mais voilà. C'est la Russie. Bon, félicitations Vincent, félicitations à tous. Diane, on te retrouve quand en compétition, toi? Moi, ce week-end, je fais un heptathlon à Montpellier, puis 12 et 13 juin en Espagne après.
Ok. Laura, donc tu nous as dit que tu recourrais le week-end prochain? Normalement, si Ouais, tout se passe bien. Ouais, normalement samedi prochain si tout va bien. Tu cours où du coup? Il y a un meeting à Poitiers, donc je fais au plus proche, donc Ah, donc par voilà. Poitiers? Ouais, normalement. Ok. La forme était bonne, on va dire, sur ce début de saison. T'es quand même confiante pour la suite? Oui, non, oui. Je faisais des bonnes séances, donc je me doutais que ça T'étais allait pas sortir étonné? après. Pas trop étonné de ta rentrée Bon, justement? bon, quand même, si, je pensais pas aller quand même aussi vite, mais Ouais. les conditions étaient bonnes. Même s'il pleuvait un peu, on avait du vent, on avait plus 1,5, donc ça aide quand même un petit peu en début de saison. Et non, franchement, je pensais pas rentrer aussi vite, mais bon, je vais pas cracher sur le chrono et j'espère que ça va encore descendre. Du coup. Ton record d'ailleurs commençait à dater, non? Bon, 2019. Ok, non, ok. Je Ouais. pensais que c'était 2017, tu vois. Non, 2019, oui, comme Non, non. 2020 a été une année compliquée. Ok, ouais. Donc, mais bon, et on espère qu'il va pas durer beaucoup plus longtemps, C'est gentil. Merci. normalement. Étienne, je sais pas, t'as des actus, quelque chose de prévu dans tes articles peut-être? Un article Ouais, d'athlète qui sort? une interview croisée de Mali Braham et de Fabrizio Saidi qui vont parler Ah, études et sport. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait deux portraits dans la même veine de Pauline Ranvier, l'escrimeuse, et de Tripi Maconda, le footballeur, qui racontent leur double cursus, enfin leur cursus de sportif professionnel et bah, de d'être humain qui suit des études à côté, quoi. ouais, bah, c'est le cas de beaucoup de sportifs, en tout cas dans l'athlétisme, Diane. Et- Ouais. Léna aussi C'est vrai peut qu'il y en a parler, mais il y en a pas mal malheureusement en athlétisme qui continuent, ou malheureusement ou heureusement d'ailleurs, mais qui continuent à côté leur cursus scolaire. Vincent, je sais pas, des actus Vincent, non, on te retrouve sur Non, Twitter, sur Facebook, de temps en temps quand t'as des petites... on va suivre le gros week-end de compète là. Il va y avoir du beau. La Ouais, saison est vraiment bien lancée là, donc ça va être cool. ouais, ça commence demain à Doha, on le rappelle, qui devrait être un très beau meeting. Bon, en tout cas, l'émission est terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment, puisqu'en fait, il y a plein de questions qu'on n'a pas pu prendre. Je sais pas, Laura, si t'as encore 5 minutes, si certaines personnes ont quelques questions pour toi. Les chroniqueurs, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les personnes dans le chat, si vous voulez poser des questions à Laura, à quelqu'un, à quelque chose qu'on n'a pas parlé ou quoi, c'est le moment. Voilà, on reste encore 5 petites minutes. Sinon, bah, merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi. Délai mieux géré que la semaine dernière, oui, mais malheureusement beaucoup de problèmes techniques, ça m'embête un petit peu. Je suis un petit peu déçu de cette émission, mais on fera mieux les prochaines semaines. Voilà, on travaille un petit peu pour avoir des beaux assets et faire quelque chose de propre. Et malheureusement, on se termine à avoir une capture d'écran de la conversation Messenger. Mais bon, le programme de la semaine prochaine, on n'en a pas encore discuté, on va en discuter ensemble. On aura peut-être Christophe Lemaitre du coup, à voir. Et on va en discuter, mais voilà, comme si vous voulez le savoir, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et à chaque fois je donne le programme 2 jours avant pour, voilà, pour que vous soyez un petit peu au courant de tout ça. Bon, si on n'a pas d'autres questions, ben merci à tous d'avoir été là. Merci Laura d'avoir été là et d'avoir participé avec nous à l'émission. Et bon courage pour la suite de ta saison. On espère, Ouais. on espère qu'on te reverra et qu'on pourra prendre des nouvelles de toi quand tu seras à Tokyo. On croise les doigts. Merci beaucoup pour l'accueil, en tout cas, c'était hyper cool. Bon, Merci beaucoup. merci d'être passé. Merci Étienne, merci Vincent, merci Diane. Et à la prochaine du coup. Salut! Salut. Ciao. Ciao.